Alors aujourd'hui, pour le podcast, on est avec l'historien Laurent Busseau. Bonjour, Ça va bien, Laurent? ça va très bien. Très content de te voir, Ouais. très content de t'avoir en entrevue. Moi Ça aussi, fait... oui, ça fait une belle journée de neige Ouais, au soleil, ça fait ouais, du bien. c'est vrai, on est très bien. Puis d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui vient chez nous pour enregistrer. D'habitude, je me déplace, fait que merci d'être venu. J'ai pas eu besoin Pas de de me problème. déplacer ce Ben, matin. moi, ça me fait un retour dans mon propre passé, hein, on en reparlera, mais Oh, comme j'ai commencé à vivre au Québec par Fredericksburg, ben, en fait, c'était un peu normal. Puis ça me permet de revenir un petit peu sur mes pas arrière, donc yes, voilà. yes. Ben parlons-en justement. Tu viens d'où et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Monsieur Busseau? Alors, bon, Laurent va Ouais, rester, c'est ça. ou alors restons simple, appelez-moi monseigneur. Mais écoute, mon parcours, ben moi je suis né à Poitiers, qui est en France. Alors c'est dans le département de la Vienne. Pour situer géographiquement, tu prends Paris, tu prends Bordeaux, la ligne de chemin de fer, et Poitiers est au milieu. C'est au même niveau que La Rochelle. On est à peu près 1 heure et demie de route de La Rochelle. C'est ce qu'on appelle le Poitou, hein. Enfin, historiquement, beaucoup de gens qui sont arrivés en Nouvelle-France venaient de cette région ouest, C'est le vrai. Poitou, oui, Ah ouais, ok. oui, oui. Peut-être les Dumontais, moi, mon nom de famille, c'est Dumontais. Qui Ah, sait, peut-être... c'est tout à fait possible parce qu'en fait, c'est la région ouest en fait ont été les premiers immigrants acadiens et Ok. futurs canadiens, oui, qui se sont installés là. D'ailleurs, dans mon département, enfin dans ma région, qui c'est un peu comme Brome-Missisquoi, on a un village acadien qu'on appelle la ligne acadienne parce Hein? que contrairement aux villages en Europe et en France qui sont construits autour de l'église en cercle. Hein, quand on va en Ouais. France, on voit à peu près que c'est une espèce de cercle Ok. plus ou moins autour de l'église qui était le point central à Ouais. l'époque médiévale. Eh bien, ces Acadiens qui font partie de la déportation du Grand Dérangement de Hein. 1755, eux ont construit comme ici, c'est-à-dire que c'est en ligne, c'est sur le chemin, les maisons suivent le tracé en fait du système seigneurial. Aïe, aïe. Donc, on appelle ça la ligne acadienne. Et il y a d'ailleurs une maison qui est encore patrimoine Canada. Et puis les autres fermes ont été plus ou moins vendues, mais en fait, Ok. elles ont chacun une petite histoire. Donc, c'est à peu près une centaine de familles qui ont été Aïe, aïe. importées, qui se sont été C'est- retrouvées dans cette Mais là, région-là. c'est des Français qui ont débarqué en Acadie, qui sont Ouais, retournés en France. voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je Aïe, fais aïe. partie du côté de ma mère de cette branche-là. Et j'ai Ok. des racines acadiennes de cette branche-là. C'est ça qui est très Aïe, drôle. Ouais, aïe. ouais. Aïe, aïe. Ok. Oui. C'est quoi le nom de l'endroit d'où tu viens? Alors, moi, je viens de Poitiers. Ce Poitiers. village-là, c'est le village d'Archigny. Ok. Donc la ligne acadienne. Ouais. Et en fait, comment je suis arrivé au Québec? Ben, dans les années, en 1990, d'ailleurs c'était la fameuse chanson de Jean Leloup, hein, en Ah ouais, ben oui. 1990. Pour des raisons personnelles, j'ai décidé de changer d'air par rapport à la France. Et en Ouais. lisant le guide du routard, j'ai découvert qu'au Québec, on pouvait venir ramasser des pommes, Ok. faire de la cueillette. En fait, l'idée c'était de partir avec pas un voyage organisé, mais avec une association, d'ailleurs qui est une association qui existe encore, c'est France-Québec Acadie. Ok. Et il y en avait une dans ma région, dans ma ville, que j'ai contactée, et ils m'ont dit, bah, vous avez de la chance, il reste une place, vous pouvez partir. Donc on était en 1991. Wow. Et je suis arrivé à Mirabel, comme une dizaine de Français, L'ancien aéroport qui... l'ancien aéroport de Mirabel, où on est venu nous chercher en bus scolaire Ok. jaune. Ok. Et de ce bus-là, il nous a emmenés directement à Fredericksburg. C'est-à-dire que je ne suis pas passé par la case Montréal. Aïe, aïe. Je suis passé directement par la case C'est presque Mirabel, impossible à croire, hein, Fredericksburg. Oui, c'était une aventure. Et je suis arrivé au verger Missisquoi, qui est sur le chemin des Bouleaux, qui Ouais. existe encore actuellement. C'est Yves Marcotte et Francine Gagné qui en étaient propriétaires. Et la petite anecdote, c'est que je suis arrivé là avec 6 Françaises Ouais. qui ont été débarquées. Alors nous, on savait pas du tout où on arrivait, hein. On nous a chopé de l'avion, on nous a Aïe, envoyés aïe. directement. C'était l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, qui organisait ça avec l'association. Et puis on nous a débarqué dans une ferme je vais dire pleine cambrousse, mais c'est pas négatif, c'est que vraiment là, d'ailleurs beaucoup enfin quelques Françaises qui étaient parisiennes pensaient faire un stage à Montréal. Ah ouais, c'est vrai. Cueillir des pommes à Montréal. Oui, c'était un rêve. Ah non. Et quand on a débarqué, ça a été Ah, pour elle la déconvenue, pour moi l'aventure. J'avais pas d'attente, j'étais très content. aïe, aïe. Et on est arrivé dans fin août et ça s'est terminé, on va dire autour de fin octobre. Ok.
Comment ça fonctionne? Tu étais nourri, logé, Alors, puis tu on travaillais? était nourris, logés, on était dans une des cabanes qui était sur le chemin des Bouleaux, qui n'existe plus d'ailleurs. Et je OK. me suis retrouvé dans l'anecdote avec les 6 Françaises dans la cabane. On avait Aïe, aïe. chacun nos lits. Alors, les toilettes fonctionnaient pas. Enfin, ça a été un peu Ah, l'enfer. wow. Ouais, ouais, OK. Et il y avait des cueilleurs québécois. Donc, en 1991, les cueilleurs étaient tous québécois. Hein, et c'était... Ce qui n'existe presque plus oui, aujourd'hui, en tout tout à cas de fait. ce que je remarque. Là. Il y Oui. a plus de Sud-Américains, Amérique centrale. Oui, tout à fait, mexicain et Ouais, guatémaltèque. ouais, c'est ça. Et en fait, il y avait quand même on va dire une vingtaine, trentaine de personnes en tout qui travaillaient dans le verger, donc à ramasser les pommes en remplissant des caisses. Et nous, on connaissait rien aux pommes. Hein. Alors déjà, en fait, les premières semaines, ça a été un gâchis total pour le propriétaire. Parce qu'en fait, on poquait la pomme. C'est un Ah, terme non. qui m'est resté. C'est-à-dire Ah, qu'on non. serrait trop la pomme pour laisser ouais. des traces. Et Asti. puis, les Parisiennes jetaient les pommes dans les boîtes plutôt que de les déposer. Ah, Ce non. qui fait que celle du fond a été On a fait de la compote puis du jus, peut-être avec vos premières récoltes. Exactement. D'ailleurs, Yves, je me souviendrai toujours, un jour, il est arrivé. Alors, il gardait toujours son calme, mais on sentait quand même qu'il y avait une légère tension. Qui était Et peut-être il un nous peu a- en ouais. tabarnak. Un petit peu, ouais. D'ailleurs, on maîtrisait pas tout le vocabulaire québécois. Ouais, Hein. non. Il faut imaginer, en fait, 7 Français, dont 6 Françaises et moi, on débarque, on n'a aucune notion linguistique et culturelle du Québec. On est en terra incognita, là. On est vraiment, on est fleur bleue, puis on est très français. D'ailleurs, en fait, moi, mon surnom, la propriétaire Francine, que j'apprécie, je la connais très bien, elle m'appelait putain de merde, parce que c'était le juron que j'utilisais toujours à chaque fois que je loupais une pomme. Donc, comme elle se souvenait jamais de mon prénom, elle m'appelait toujours putain de merde. Et je m'excuse pour le vocabulaire, mais c'est un vieux souvenir. C'est drôle d'ailleurs en parlant, il y a des choses qui reviennent. Et en fait, la saison s'est quand même bien déroulée. Alors, il y a quand même quelques anecdotes pour Fredericksburg, parce qu'il y avait la cueillette, hein, le bar La Cueillette. Et effectivement, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le passe-montagne et le fumil. Mais quand j'étais jeune, c'était le bar, la taverne du coin qui s'appelait La Cueillette, justement, en référence aux cueilleurs, je pense. Tout à qui fait. venaient, Alors, les travailleurs saisonniers. Tout à fait. Et en fait, il y avait aussi quelques motards qui étaient présents. On n'a jamais eu de problème. Il y a une des Françaises, parce qu'en fait, alors, pour resituer l'histoire de la cabane, quand je me suis retrouvé avec ces 6 charmantes demoiselles, les Québécois qui les ont vues arriver avaient des yeux gros comme le loup de Tex Avery, là, c'est-à-dire qu'ils regardaient ça avec du genre miam miam. Et après quelques jours, ils ont pensé que je gardais un harem pour moi. Ah, c'est ça. Et ce qui était absolument pas le cas, c'était même plutôt le contraire. Et j'ai eu la chance d'avoir Jean-Pierre Ménard qui vivait sur la ferme, qui était français d'origine, mais qui lui était déjà canadien et qui vivait sur la ferme Missisquoi. Alors, je dis qu'il m'a sauvé la vie. En fait, c'est une blague, il m'a pas sauvé la vie. J'ai jamais eu de risque de mortalité ou autre, mais je sentais une tension entre moi et les cueilleurs québécois. Ah ouais. Et en fait, il m'a expliqué, parce que je connaissais pas la source, et je dis, bah non, moi, je suis là pour cueillir les pommes, je suis pas là pour m'occuper des Françaises. Et il m'a hébergé, donc j'étais très content pendant 2 semaines. Et puis j'ai dû revenir dans la cabane parce que les Françaises avaient peur à ce qu'elles appelaient des camionneurs, c'est-à-dire qu'elles avaient peur d'être un peu agressées le soir, alors qu'il y avait honnêtement aucun risque, mais il y avait une phobie, et donc j'ai dû dormir sur un canapé en travers de la porte. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai, oui. Mais là, vous étiez jeune aussi, quand même. Oui, on avait la moyenne d'âge était 20-25 ans. Moi, j'avais 23, j'étais pas le plus vieux, là. Il y avait une fille quand même qui n'était pas de Paris, qui avait 25 ans, une infirmière, et qui avait la tête sur les épaules, donc c'était quand même pas toute folle. Mais c'était très intéressant parce que le contexte de rapport entre Québécois et Français dans le vocabulaire, la linguistique. Et moi, je dis toujours, même encore aujourd'hui, que je parle de langue, je parle le français et le québécois. L'anglais vient après. Parce que on est en Amérique du Nord. Mm-hmm. Moi, ça m'a pris 20 ans, 30 ans depuis que je suis là à comprendre qu'on est en Amérique du Nord, donc on fonctionne d'une autre manière. Mm-hmm. Et puis, j'avais résumé ça en une vision très pratique et historienne, c'est-à-dire que ici, on est le système des trappeurs, des coureurs de bois avec les autochtones. On traverse le lac, on va faire un grand voyage, et puis on voit nos amis amérindiens et autochtones, on leur serre la main, on mange avec eux pendant 2 semaines, puis après on repart, mais on donne plus de nouvelles. C'est pas dans la culture, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de suivi. Mm-hmm. On est liés, mais si on revient 1 an après, ils vont nous accueillir comme si c'était hier, mais entre les deux, il n'y a pas de suivi.
En France, on est féodal, c'est-à-dire que le système seigneurial, le système moyenâgeux, alors qui est pas négatif, c'est qu'on est tissé serré et si on est amis, on se tient la main et on se donne des nouvelles. Ouais. Alors culturellement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français et de Françaises quand ils arrivent, ils ont un petit choc culturel parce que ils se demandent pourquoi il n'y a pas de coup de téléphone, il n'y a pas d'entretien, enfin, Ok. il n'y a pas de suivi. Alors qu'inversement, j'ai eu beaucoup de Québécois qui disaient les Français sont chiants, ils nous appellent tout le temps. Et je leur ai expliqué, c'est parce que c'est deux visions, deux mondes différents. Ok. Et à la cueillette, ça s'est retrouvé à la fin de la saison parce qu'il y avait des Québécois, puis c'était des hommes d'âge mûr. Hein. Je m'en souviens, il y en avait un qui avait une quarantaine d'années, était tombé amoureux d'une Parisienne de 26 ans. Ok. Et il lui avait subtilisé son passeport français pour garder un souvenir. Et là, en fait, c'est la SQ qui est venue le voir. Oui. Et là, c'est la Sûreté du Québec qui est venue et puis qui avait compris le processus et puis qui, gentiment, avait récupéré le passeport parce qu'un passeport, c'est quand même très important. Ben, c'est ça, c'est pas un souvenir. C'est là où il y avait une différence culturelle. Ouais, ok. À ce niveau-là. Il n'y avait aucune méchanceté ou quoi que ce soit, mais c'était ça. Et moi, ce que je me souviens aussi, c'est comme nous, on n'avait pas de véhicule et que les filles ne voulaient pas monter en stop dans des voitures parce qu'elles avaient peur des, entre guillemets, camionneurs, on faisait le chemin à pied. Jusqu'au village, du chemin des boulots. Et on rentrait le soir, la nuit. Alors, heureusement qu'on avait des lampes de poche et c'était assez craignos pour notre sécurité, pas parce qu'on pouvait se faire aborder, mais parce qu'on pouvait se faire ramasser avec une voiture. Et le propriétaire... Mais vous alliez faire quoi en fait, on allait faire nos courses. Okay. On revenait avec nos sacs et nos affaires. Et puis, chez Gosselin. Voilà. Et on allait... alors, il y avait, c'est ça, la supérette de chez Gosselin. Enfin, il y avait... je ne sais plus du nom. Et puis, il y avait la cueillette aussi. On pouvait prendre un petit verre ou deux, là. Donc, on revenait. Alors, on revenait pas à quatre pattes, mais des fois, on est revenu un peu pompette. Ouais. Mais on n'a pas eu de problématique autre que ça. Et puis, moi, j'ai fini la saison au complet. Les filles sont parties à Montréal parce que, étant donné que le ramassage de pommes n'était pas encore très, très professionnel, on va dire, Yves a fait un deal. Il a dit, OK, là, vous arrêtez là maintenant et puis je vous signe un papier comme quoi la saison est terminée pour vous. Et puis, une partie des filles, 2 ou 3, qui étaient plus matures, ont dit, oh non, on reste, nous, ça nous intéresse. Et puis, ils ont fait leur boulot correctement. Et puis, je dirais, les Parisiennes sont parties à Montréal faire la visite de la ville et repartir en France en touriste, parce que c'était ça l'idée, là. OK. Et c'est toute une aventure, cette histoire-là, de se faire débarquer dans un petit village au Québec, on dirait un peu sans... J'ai comme l'impression que tu as été pitché là sans vraiment savoir à quoi t'attendre du tout. C'est exactement là où ça a été... Enfin, on nous a pas carrément donné un coup de pied dans les fesses pour nous descendre du bus, mais c'était à peu près ça, parce qu'on nous a mis là, puis c'était ciao, bye, démerdez-vous. Et puis, ça a été pour moi, ça a été une bonne expérience, parce que j'ai aussi... Alors, le souvenir, c'est qu'on avait dans les chalets des mini-télés ou la radio. Et il y avait un personnage que j'ai découvert dans cette période-là qui m'a permis... avec le temps d'apprendre à comprendre le québécois, c'est François Pérusse, avec ses capsules. OK, ben oui, j'adore François Pérusse. Oui. Moi, j'ai grandi avec lui aussi. OK, à la télé ou plus à la radio? Non, c'était à la radio. À la télé, c'était Chantal Lacroix qui présentait la météo et qui était... Alors ça, j'ai un souvenir aussi des Québécois qui se mettaient à chaque fois que c'était l'horaire de la météo. Nous, moi, comme Français, je comprenais pas trop l'idée, mais on voyait que Chantal Lacroix avait des admirateurs et des fans. Ah ouais, hein? D'ailleurs, à la blague, je l'ai rencontré quelques années plus tard. Ouais, ben elle habite dans le coin, je pense. Alors, oui, mais je l'ai rencontré à Montréal. Alors, je reviendrai peut-être sur ça, déguisé en évêque du Moyen-Âge. Okay. Lors d'une émission de télé où on faisait une démonstration d'escrime ancienne. Je me prenais 2 coups de bouclier, parce que j'ai fait partie d'une société d'escrime ancienne avec armes anciennes et spectacles. Et en fait, on nous avait demandé, ça c'était en 1998, donc tu vois, quelques années après. Et c'était Chantal Lacroix qui présentait cette émission-là sur TQS, télé 4 saisons. Et c'était en fin de son truc, en plein été, sur la place des Arts, pardon. Et puis je jouais un évêque qui séparait deux combattants qui se battaient. Je me prenais 2 coups de bouclier, c'est sérieux. Et elle m'a pas laissé le temps. Elle est arrivée avec son micro, elle nous demandait. Puis j'étais comme là, je viens de prendre 2 coups. Donc elle nous faisait, oui, vous faites de l'escrime. Enfin bref, elle faisait une espèce d'interview. Et en fait, c'est un de mes camarades de combat, on va dire, qui lui était en forme, a pu répondre parce que j'étais un peu KO. Ok, je comprends. Donc là, on était en 91. Oui. Qui est ton premier passage dans la région. Oui.
Mais ça a été l'étincelle qui a fait que je suis revenu. Donc je suis revenu plusieurs fois entre 91 et 95. Ok, Et en 95, je suis revenu chez Yves et Francine, donc au Verger Missisquoi, refaire une saison des pommes. Mais là, je suis revenu par moi-même avec un statut de travailleur, avec un visa de travailleur. ok. Puis j'ai fait une saison, alors c'était en 95, et on était en plein référendum. Ah ouais, c'est Oui, oui, vrai. on voyait les hélicoptères. Alors, toi, Aïe, un aïe. autre souvenir de cette période-là, et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, il traîne, mais quand on était dans les arbres à cueillir les pommes, on était donc là, j'étais revenu vers la mi-août, je suis resté vraiment jusqu'à la fin de saison, à la mi-octobre. Euh, C'était des hélicoptères de l'armée canadienne qui étaient de Saint-Jean qui survolaient les arbres. Ok. Et ils avaient, alors ça aussi c'est vrai, ils avaient les grandes portes ouvertes, et puis ils avaient monté des mitrailleuses à l'extérieur, mais alors, qui étaient bâchées, hein, elles n'étaient pas ouvertes. Mais quand Ouais. ils passaient au-dessus des arbres, ils passaient comme s'ils arrosaient, comme s'ils nous arrosaient. Et les cueilleurs québécois, ils leur jetaient des pommes. Ça, c'est un Hein? souvenir que j'ai, oui, oui. Ça, c'est un souvenir que j'ai Quoi? eu une Pourquoi? journée, Pourquoi il y avait des hélicoptères qui faisaient parce ça? qu'on Je était comprends dans la pas. période de référendum, qu'il y avait Ouais. l'armée canadienne qui était stationnée à Saint-Jean. Alors là, je parle parce que je l'ai su après. Et comme le référendum au Québec, c'était pour le oui ou non à Ouais. l'indépendance, le gouvernement canadien avait envoyé quand même des troupes au cas où il y aurait des problèmes. Un petit peu comme en 70, mais bon, ça s'est pas fait. Ok. Et moi, ça, je l'ai vu. Ils sont passés au ras des arbres. Ils passaient une première fois. Et puis, ils faisaient des signes très distinctifs, pas gentils. Et ils repassaient une deuxième fois avec cette histoire de passer un peu la mitrailleuse, hein. Et la deuxième fois qu'ils passaient, les cueilleurs québécois qui arrêtaient pas de leur donner des noms d'oiseaux en québécois, là j'ai appris quelques mots en québécois, ils leur jetaient des pommes. Alors évidemment, ça Aïe, touchait à aïe. rien, mais C'est ça, que c'est ça, bon. ouais, ouais, ça Il jouait leur dur. lançait des pommes. Aïe, aïe. Et tu vois, c'est en octobre qu'il y a eu le référendum et j'étais à C'est ça, toi, Montréal. t'étais en plein Oui, dedans, là. oui, T'étais en plein dans le crunch time. oui, tout à fait. Ça, je l'ai vécu en direct, là. Wow. J'ai vu le bleu monter, puis après le rouge qui a dépassé, et puis j'ai dit, ah. Aïe, aïe. Et ça m'a décidé à rester. Ça m'a décidé, je me suis dit, alors, c'est pas le fait que c'est passé, non, oui, parce que je maîtrisais pas tout ça, puis moi, j'étais comme, à l'époque, pro-Québec, un petit peu à la De Gaulle, vive le Québec libre, là, c'était un peu Ouais. on avait ce truc, tous les Français que je croisais à l'époque, là, c'était un peu ça, on était un peu gauliens, enfin, pas au sens politique, mais on était dans l'esprit Les vive le Français prenaient Québec pour libre. le oui, Oui, en oui, tout à général. fait, Ouais, oui, c'est oui. ça. C'est ça que Oui, oui. je pense À part aussi. ceux qui sont établis puis qui avaient, bon. Mais moi, ceux que je connaissais, qui arrivaient puis qui étaient déjà là depuis des années, c'était ça. Et Ok. moi, j'étais un peu dans cette culture-là, mais c'est ce qui m'a décidé à rester, à reprendre mes cours d'histoire. Alors, pas pour le oui ou pour le non, mais je me suis dit, au Québec, je vais avoir la chance de réaliser ce que j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire de faire de l'histoire. Et là, je me suis inscrit, je suis allé à l'UQAM, voir comment ça se passait. En fait, j'ai oublié un petit détail. Je suis d'abord passé par le musée de civilisation à Québec. Ok. Et là, j'ai rencontré une personne de l'administration. J'avais demandé un rendez-vous pour travailler là-bas parce que j'avais une formation de guide conférencier en France. C'est-à-dire que je vais entre les deux travailler comme guide sur des monuments historiques. Ok. Mais c'était pas reconnu au Québec. Enfin, mes diplômes, enfin, mes papiers, c'était pas reconnu. Mais la personne m'avait expliqué, bah, si tu fais un diplôme universitaire, là, on peut t'engager. Ok. Donc, elle m'a expliqué le bac. Alors pour moi, quand elle me parlait de bac, en France, nous, c'est plutôt au niveau Pas la même collégial, chose. Ouais, c'est c'est ça. ça. Donc après, elle m'a expliqué, bah, baccalauréat, c'est universitaire, c'est 3 ans, tout ça. Et donc, moi, je me suis réinscrit en 95 pour revenir en 96 à commencer un bac d'histoire à À l'UQAM. l'UQAM. Et donc, j'ai fait mes 3-4 ans à l'UQAM avec mon baccalauréat que j'ai obtenu. Et après, dans la continuité, j'ai fait une maîtrise. Alors là, par contre, j'ai changé d'université à l'Université de Montréal. Ok. Donc, tout ça s'est fait entre 96 et 2003. Ok. Et alors, ma maîtrise... Alors, j'avais comment, entre guillemets, perdu un petit peu le mythe français sur les autochtones et les Amérindiens. Alors, ce que je veux dire, Ouais. c'est que, comme tout bon français, l'histoire ici, c'est les trappeurs, coureurs des bois et tout ça. Ouais. Et en fait, j'ai fait ma maîtrise sur l'histoire médiévale, Ok. donc le Moyen-Âge. Et j'ai dû retourner en France dans la période où j'étais en train de faire la rédaction de mon mémoire pour avoir mon statut de résident permanent parce que j'avais le statut d'étudiant étranger pendant 8 ans à Montréal. Ouais. Donc j'ai vécu à Montréal, j'ai travaillé légalement à Montréal, je travaillais à la COP UQAM de l'université de l'UQAM.
Et puis en 2003, j'ai eu un choix. Il fallait que je revienne en France pour faire mes papiers de résident. Alors moi, je pensais partir 6 à 8 mois. Ça a pris 2 ans et demi à Immigration Canada. Ah ouais, ok. Et Mais tu savais que tu voulais venir t'établir ici oui, c'est ça. de Moi, façon en fait, permanente. en partant, j'ai commencé mon dossier, j'ai terminé mon diplôme. En fait, ma maîtrise, j'ai fini de la rédiger en France et mon diplôme a été accepté en 2003. Donc, j'étais comme déjà entre les deux. Mais l'idée, c'était que j'avais ma diplomation ici, que Ouais. je faisais mon dossier ici. Donc, et je suis rentré en France 2 ans et demi. Alors, ça a été aussi un choc culturel parce que, là, inversement, j'ai des anecdotes dans l'autre sens. Comme j'avais quand même passé plus de 8 ans et même presque 10 ans au Québec, j'avais pris des habitudes québécoises, le tu, le vous, la Ah ouais, hiérarchie ok. sociale n'est pas la même. Ouais. Et je suis retourné donc travailler. Ici, on tutoie tout le monde. Ouais, c'est ça. Et C'est- puis aussi, c'est- c'est dans l'esprit, c'est que la hiérarchie avec le boss, c'est pas la même qu'en France. Non. Et je l'ai vu tout de suite parce que j'ai retrouvé un boulot comme guide conférencier dans le pays de Montmorillon, qui est autour de Poitiers. Et là, il y a des sites historiques. Et donc, je passe à une entrevue avec d'autres collègues qui sont beaucoup plus jeunes. Moi, j'ai déjà 35 ans. Eux, ils ont 25 ans maximum. Et moi, je m'adresse à la directrice. Alors, je ne dis pas tu, mais je m'adresse directement à elle. Je lui Ouais. pose des questions et je discute avec elle. Mhm. Et là, je vois que tout le monde me regarde. Et j'ai tout de suite senti le regard français en disant, mais ça se fait pas. Qu'est-ce que tu fais? Et on me l'a dit après. Alors, pas la directrice, c'est ça qui est très drôle. Mais, c'est mes collègues qui m'ont dit, mais ça se fait pas, enfin, ça fonctionne pas comme ça. J'ai dit, je suis désolé, mais. Quoi, faut que tu passes par un autre intermédiaire que lui va aller Ouais, voir ou la faut, directrice. genre, tu lèves la main, Ah ouais. tu attends qu'on t'autorise Madame à la parler. directrice, puis-je Voilà, vous c'est ça. solliciter un instant? C'est tout à fait ça. Et, Wow, ok. et en fait, la saison s'est bien passée. Ça n'a pas été négatif. C'est juste qu'ils étaient surpris puis qu'ils m'ont fait un petit peu comme ah non, mais ça se fait pas. Je me regarde, moi, je suis désolé, mais et je disais pas chez nous, mais je dis au Québec, ça se fait comme ça. Ouais. En plus, alors, ce qui est très drôle, c'est que à cette époque-là, j'avais plus des intonations québécoises dans mon parler, que là aujourd'hui, je suis plus redevenu un français international. Mais à l'époque, j'avais plus d'expressions, puis j'utilisais des expressions québécoises parce que je les avais vraiment captées. Donc, Mhm. et quand je parlais, des fois, ils me regardaient, genre, mais qu'est-ce que tu dis là? Guichet automatique, ça n'existe pas en France, c'est un distributeur. Ok. Tu sais, une laveuse, ici, c'est une laveuse. En Ouais. France, c'est une dame qui lave à la main. Ok. Ah oui. Ok. Ah oui, des trucs comme ça. Et puis, durant mes 2 ans et demi, comment je pourrais dire? J'ai eu à faire une enquête. Alors, ça, c'est un peu plus complexe. C'est que j'ai eu malgré ma maîtrise en histoire médiévale, donc au Moyen-Âge, j'ai eu à faire une recherche sur un crime de guerre de la Seconde Guerre mondiale Mhm. qui est tombé sur moi par hasard dans mon petit village d'origine où j'ai mes parents maternels et paternels. Et j'ai découvert que dans le cimetière du village avaient été fusillées, enterrées des femmes Ok. qu'on avait complètement oubliées. En fait, c'est lié à la Seconde Guerre mondiale en 1944. Pour faire très court, en fait, c'était des auxiliaires militaires de l'armée allemande, donc des secrétaires et des femmes qui travaillaient en téléphonie. Est-ce que ta région d'origine a été occupée par les Allemands? Oui, tout à fait. En fait, Ok. toute la France dès 42 a été occupée par les Allemands. La région de Poitiers a été même un passage très dur, parce qu'en fait, quand les Allemands ont décidé de remonter vers l'Allemagne parce qu'ils perdaient la guerre, Ouais. ils ont fait des exactions, ils ont massacré Ok. quand même des villages entiers, et ça n'a pas laissé des bons souvenirs. Et dans ce village, il y a eu 6 civils français fusillés par des soldats allemands. Ok. Et la représaille a été que quand des Allemands et des Allemandes ont été capturés, on les a amenés dans le cimetière, on les a aussi fusillés. Et en fait, cette histoire, elle a commencé par Ok, donc toi, t'étudiais c'est les Allemands qu'on avait fusillés Oui. par la suite. Oui. Ok, En fait, je j'ai comprends. cherché... Alors, pour faire très court, puis là, je résume parce que ça fait 20 ans. Mhm. Il y avait des Français fusillés par les Allemands. Ouais, Dans ce même village, ensuite, il y a eu des Allemandes fusillées par des Français. c'est ça. Ok. Et puis, avec le temps et la recherche, il y a eu des Français qui ont fusillé des Français. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 exécutions sur à peu près 2 mois. Ok. Oui. Je rentrerai pas trop dans les détails, mais ce que je veux te dire, c'est que, parce que c'est une histoire très complexe et je viens de la boucler après 20 ans là, cette année, Ok. c'est que cette histoire-là est venue lors d'un apéritif.
Ok. J'étais vraiment pas. Enfin, j'étais revenu pour attendre mes papiers canadiens. Ouais. Je terminais la rédaction de mon mémoire en Moyen Âge, donc Mhm. j'étais absolument pas en Seconde Guerre mondiale. Et puis, très honnêtement, ça me faisait un peu ces histoires-là que j'avais toujours entendues, plus ou moins pour les Français, parce que Ouais. c'était mon village. J'ai fait bon, moi, c'est pas parce que j'habitais à côté de Poitiers. Et là, c'est là où, dans la discussion, quelqu'un du village, un des anciens avec mes parents, parle des bonnes femmes enterrées dans le cimetière. Et là, j'ai dit bonne femme enterrée dans le cimetière. Et quand je commence à creuser et à poser plus de questions, là, je vois qu'on ne me répond pas et on me dit ne nous fais pas chier avec cette histoire. C'est des vieilles histoires. Ça s'arrête là. Ok. Sauf que moi, je venais du Québec. J'avais un cursus d'histoire Ouais. et je me suis dit non, ça, c'est pas possible. Alors, j'ai commencé à gratter, à interroger d'autres gens et en fait, au fur et à mesure, depuis pendant 17 ans, j'ai réussi à recomposer cette histoire, donc à savoir ce qui s'était passé, à découvrir que finalement, bah oui, c'était des femmes allemandes capturées, qui avaient l'uniforme allemand, qui avaient été fusillées. Et au tournant de 2012-2013, donc là, en fait, pour ne pas perdre les auditeurs, je suis revenu au Québec fin 2005 Ok. avec mon statut de résident. Ouais. Et de 2005 jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué l'enquête à distance. Ok. Alors, j'ai été aidé par beaucoup de gens en France aussi, hein, je n'ai pas fait ça tout seul, avec des journalistes, notamment des gens qui travaillaient avec Libération ou qui travaillent aujourd'hui à Sud-Ouest, à Bordeaux. Ok. Et j'ai retrouvé, grâce à un monsieur en Alsace qui s'appelle Philippe Coignot, qui m'a beaucoup aidé, on a retrouvé les familles de ces femmes-là qui n'avaient aucune idée de l'histoire. Et la petite C'est-à-dire qu'il avait juste été porté disparu puis il avait jamais su. Ah ouais. Voilà, porté disparu depuis 1944. Et un jour, ils ont vu Aïe, débarquer aïe. un Canadien puis un Français qui venaient leur raconter un peu, puis qui venaient un peu à l'information. Et là, j'ai vécu une expérience de ma vie à Darmstadt en Allemagne que je n'oublierai jamais. Parce qu'en fait, j'avais repéré un groupe de 5 femmes qui avaient été capturées par des militaires et qui avaient été faites prisonnières. Et en fait, les femmes qui étaient fusillées dans le cimetière au nombre de 3 faisaient partie de ce groupe de 5. Ok. Pour faire court, c'est à peu près ça. Mais moi, le groupe de 5, j'avais réussi à retrouver les noms, et grâce aux noms, on avait retrouvé, par les annuaires téléphoniques, les familles en Allemagne. Et dans une de ces familles-là, à la veille d'aller les rencontrer, avec Philippe, qui était en Alsace, on apprend que la fille d'une de ces dames veut nous recevoir, et elle veut nous parler de sa maman. Et elle nous dit, elle veut vous parler aussi. Et là, on se dit, on n'est pas dans les trucs d'esprit à faire tourner des tables, parce que pour moi, elle était comme disparue, morte en France. Et en fait, non. Elle était historiquement passée à travers les mailles du filet, elle était encore vivante, et elle était chez sa fille à 90 ans. Wow. Et j'ai rencontré cette dame qui faisait partie de ce groupe de 5 que je cherchais déjà depuis 10 ans. Aïe, aïe. Et ça a été une expérience parce que j'ai eu la chienne de ma vie en montant les escaliers pour la rencontrer, parce que je me suis demandé qu'est-ce que je foutais là. Ouais. Et puis quand je l'ai vue avec son sourire et puis qu'on a parlé, on avait un traducteur parce que je ne parle pas allemand, donc on a eu une discussion. Elle n'avait pas beaucoup de souvenirs, mais il y avait certains souvenirs qui sont remontés, mais on a pu échanger en fait des informations, puis j'ai surtout pu la rencontrer. Elle s'appelait Irène, elle est décédée en 2014. Mais ça, c'était en 2012. Et ça a été le déclic de ma vie en me disant, si je fais un travail d'historien, c'est pour ça. Wow. Voilà. T'es allé au bout de l'histoire, là, tu sais. Oui. Tout à fait. Et tu vois, aujourd'hui, un livre est sorti en France là, cette année, là, il y a quelques semaines. Ok. Enfin, j'avais pas prévu d'écrire l'histoire, mais finalement, pour X raisons, avec la Covid, je me suis mis dans mes archives. Ok. J'avais plusieurs boîtes et j'ai tout sorti. Wow. Et puis là, le livre est sorti en France. Il devrait peut-être arriver au Québec au mois de mars, là, Ok. sur ces histoires d'auxiliaires. Wow. Et puis aussi d'autres cas que j'ai retrouvés, parce qu'il n'y avait pas que elle. Ouais. La plupart des gens aussi après que j'ai rencontrés, comme d'anciens résistants français qui m'ont bien accueilli, qui m'ont raconté ce qu'on leur avait jamais demandé en fait. Et c'est là où je vais dire, le passeport québécois, le passeport canadien a beaucoup aidé. Ok. Parce que moi, j'arrivais avec une autre culture au fond de moi. J'arrivais aussi avec enfin pas une aura, mais j'étais comme Canadien. Ouais. Donc les gens m'en parlaient plus facilement. Ok. Ouais. Et j'ai pu obtenir beaucoup d'informations sur d'autres cas. Donc l'affaire est bouclée, tu vois, après 20 ans.
Et je suis très content d'avoir fait ça depuis le Québec. Alors, je suis allé en Allemagne, je suis allé en Angleterre, j'ai quand même voyagé. Mais ce que je veux dire, c'est que, et comme me le disait un historien local, jamais eux auraient pu faire ça parce qu'ils sont trop sur Mhm. place. Ouais. Quand t'as le nez trop proche des choses, des fois, c'est dur d'avoir du recul. Puis, moi, en 2005, je suis revenu au Québec. Et puis, là, je n'avais pas encore un statut enfin, d'historien comme je l'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans des librairies. Et puis, j'étais à Montréal. Et j'ai décidé de faire un cursus en journalisme. Et puis, c'est là où j'ai rencontré ma conjointe qui, elle, travaillait à Bromont, mais qui habitait à Montréal. OK. Et on a décidé de venir s'installer. Donc, on est arrivé s'installer en 2007, ici dans la région à Donham. Ici à Donham. Et c'est là où Historiens sans frontières est né, parce que justement, c'est à Fredericksburg, en 2007-2008, quand je suis retourné sur le site des Fenians Raid, donc Ouais. sur Acres Hill, que j'avais découvert durant la saison des pommes. Alors, ce petit détail aussi, c'est que quand je faisais la saison des pommes en 91 et en 95, Acres Hill est juste en face du chemin Ben oui. des bouleaux. Ouais, c'est ça. Donc, je faisais des marches et j'ai voyé un monument avec un canon. J'ai fait ouh. Et quand je demandais aux gens, j'ai eu plein d'histoires. Les cow-boys, des Indiens, des Allemands, des Anglais, des loyalistes. Puis j'arrivais pas trop à savoir. Et puis donc, quand je suis revenu en 2007, je me suis réintéressé à cette histoire. Je suis allé à Missisquoi faire de la recherche. Et c'est là où j'ai rencontré Judy Huntel, qui était à l'époque archiviste au musée. Et je lui avais dit à la blague, mais pourquoi vous n'avez pas un panneau sur le site pour Mhm. expliquer aux gens, Ben oui. touristes? Parce qu'il y avait, c'est ça, il y avait qui a toujours le même monument. Un monument comme en pierre, mais il n'y avait pas rien qui expliquait qu'est-ce qui s'était réellement passé. Oui, tout à fait. Et puis là, elle me retourne à la blague, mais pourquoi vous le faites pas? Parce que j'avais quand même un cursus d'histoire, Ben elle oui. savait très bien. Et puis, je me suis pris au jeu, donc j'ai commencé à écrire, et puis on a monté le dossier. Alors là aussi, une anecdote, c'est que le site était répertorié à Parc Canada comme un cimetière, alors que ce n'est pas du tout un cimetière. Ouais. Et avec Judy Huntel, on a été rencontrer le directeur régional de Parc Canada à Chambly. OK. Et on lui a expliqué que le site était un site d'une bataille dont il n'avait aucune connaissance, et lui, sur ses papiers, c'était un cimetière. Et qui avait fait le monument? Qui avait fait Alors, le monument, ce sont les gens de la région qui ont, en OK. 1902, érigé un monument à la mémoire de cette bataille, OK. mais ça avait été répertorié comme un cimetière parce que dans la deuxième invasion de 1870, il y avait eu un Irlandais qui avait été tué et enterré. Ouais. Ensuite, les Américains l'ont récupéré, mais comme il y avait quelqu'un de soi-disant enterré, ils ont classé ça comme un cimetière. OK. La petite blague, c'est qu'ils ne voulaient pas nous croire. Alors, on l'a invité à venir sur place et je lui ai raconté l'histoire des Fenians. Donc, en fait, des Irlandais qui avaient été depuis l'Irlande avec la maladie de la patate en 1848-1851. 1 million d'Irlandais vont mourir d'une famine, une grande famine, et puis un autre million va s'expatrier. Alors, une partie au Canada, hein, c'est Grosse Île qui existe encore, qui est un musée aujourd'hui, mais aussi une grosse partie qui vient aux États-Unis, New York, Boston. Et ces Irlandais-là ont été chassés par la situation, puis chassés par les grands propriétaires britanniques d'Angleterre, de l'Irlande, parce qu'eux voulaient récupérer les terres pour faire d'autres cultures. OK. Donc ces Irlandais avaient une dent, on va dire ça, contre les Anglais. D'accord. Et il y a eu la guerre de sécession qui s'est découlée, donc la guerre civile de 1861 à 1865, où le Nord et le Sud se sont affrontés. Ouais. Il y avait des Irlandais dans chaque camp. OK. Et à la fin de la guerre, ils ont décidé de se réunir pour libérer l'Irlande. Et un des plans qu'ils ont gardé, c'était de capturer le Canada de l'époque, donc ça voulait dire Montréal et puis l'Ontario, pour négocier avec l'Angleterre la libération de l'Irlande. OK. Ça, c'était les Fenians. Oui. Et ils ont créé une armée qu'ils ont appelée l'Irish Republican Army, qui est l'IRA, donc IRA en français. L'IRA est une chose pour les anciens dans les années 1970, c'était le groupe terroriste qui a fait beaucoup sauter de bombes en Angleterre. Okay. Donc l'armée irlandaise de l'IRA est née aux États-Unis pour envahir le Canada en 1866. Il y avait quand même des grands projets. Oui. Il était combien dans cette armée-là? Ça pouvait monter jusqu'à 20 000 hommes.
OK, quand même. Et en fait, ils ont fait 2 invasions en 1866. Enfin, ils en ont fait plusieurs, mais les 2 principales, c'est une en Ontario, qui est à Ridgeway, proche de Niagara Falls. OK. Et ils ont battu les troupes anglo-canadiennes. OK. Et la deuxième s'est déroulée à Fredericksburg, donc sur le chemin de Eccles Hill, où pendant 2 jours et demi, 3 jours, Fredericksburg a été la République irlandaise du Canada. Aïe, aïe. Fait qu'ils ont réussi quand même à prendre Fredericksburg pendant 2 jours 3 et jours, demi. oui. Et d'ailleurs, ils ont piqué le drapeau. À l'époque, c'était le drapeau britannique, hein, il n'y avait pas de drapeau canadien. Et il y avait une douane à Fredericksburg. Alors, l'anecdote, c'est que les Fenians, quand ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, c'est arracher le drapeau britannique. OK. Et c'est le témoignage du douanier de Fredericksburg qui en parle. Wow. Et ce drapeau a été montré, traîné à New York. Alors, après l'invasion, ils l'ont exposé à New York en défilé dans les rues de New York. Donc, Aïe, aïe. le drapeau britannique de Fredericksburg a été défilé à New York. Wow. Et cette invasion, alors, qui n'a pas fonctionné parce qu'ils sont repartis, il y a Ouais. quand même eu des échanges de coups de feu. Et puis, ce que les gens ne savent pas, c'est que on a eu droit à une charge de la cavalerie canadienne qui a chassé les Irlandais Fenians de Eccles Hill parce qu'il y avait un régiment qui s'appelait les Royal Guides, qui était uniquement composé de gens de Montréal. D'ailleurs, ils faisaient tous partie du club de chasse à courre qui existe encore. OK. Et il y avait une quarantaine de cavaliers qui ont chargé les Fenians à sabre au clair pour les mettre dehors. Et j'ai retrouvé des témoignages de l'époque où ils disaient on tapait avec le plat de l'épée sur les Fenians. Ah. Alors, il n'y a pas eu de mort, il y a peut-être eu des blessés, mais il n'y a pas eu de mort à cette période-là. Mais les Irlandais ont repassé la frontière du côté américain. OK. Et puis, ça s'est arrêté là, mais ces invasions irlandaises ont accéléré le processus de la Confédération et la signature en 1867. OK. Et les Irlandais ont eu l'idée de revenir une deuxième fois, parce qu'ils n'avaient pas abandonné l'idée de capturer le Canada. OK. Et en 1870, exactement le 25 mai 1870, ils sont repassés au même endroit où ils étaient restés 2-3 jours. À Ils se sont dit, Eccles Hill. voilà. Là, ils se sont dit, ça va être très facile de repasser. Et là, ils avaient alors un détail qu'ils n'avaient pas vu, qu'ils n'ont pas fait attention. Enfin, ils n'avaient pas eu de renseignements sur ça. C'est que entre 1866 et 1870, les fermiers locaux, donc Dunham, Fredericksburg, Saint-Armand, ça montait à Cowansville, ça montait même jusqu'à West Shefford, qui est Bromont aujourd'hui. Ouais. Ces gens-là avaient vu leur maison pillée, on leur avait volé les chevaux, et ils ont décidé de créer une milice locale par eux-mêmes, d'acheter des fusils à répétition, des Ballard qui tuaient le bison dans l'Ouest américain, et de s'armer pour éventuellement se défendre s'ils revenaient. Wow. Et ça s'est avéré exact. Les Red Satches. Oui, exactement, les écharpes rouges. Et ça s'est avéré exact. Les Irlandais sont revenus avec quand même 800 à 1000 hommes armés. Et là, ces écharpes rouges, donc des fermiers locaux, les ont attendus sur le chemin en position de force et les ont canardés et ont empêché ces Irlandais de repasser la frontière. Aïe, aïe. Oui. Mais il y avait eu vent qui s'en venait. Oui, Comment? parce qu'il y avait un réseau de renseignements de fermier à fermier qui était établi entre les gens de Dunham-Saint-Armand et au Vermont sur c'est pas Saint-Albans, mais les gens du coin descendaient en charrette se renseigner et ils ont vu arriver les Fenians par train à Saint-Albans. Notamment un qui s'appelait Hunter, un monsieur Hunter. D'ailleurs, les chutes Hunter à Fredericksburg, c'est de cette famille-là. OK. Et lui a été espionné, les Irlandais, est revenu, il a dit oui, ils sont revenus. Les Red Chasses ont prévenu... Il n'y a pas de téléphone, là, tu sais, c'est comme... Mais il y a un télégraphe. OK. Il y a moyen de communiquer à distance quand même. Il y a le télégraphe qui va jouer un grand rôle d'ailleurs parce que les Red Chasses vont prévenir Montréal. OK. Donc les troupes à Montréal. Là, à Montréal vont réagir très vite, ils vont envoyer des renforts. Mais le temps qu'ils arrivent, ce sont vraiment les gens du coin. Alors, il y a les fermiers qui n'étaient pas en uniforme mais qui avaient des écharpes rouges. Ouais. Et il y a eu quelques miliciens canadiens qui, eux, avaient l'uniforme rouge britannique. C'était des soldats canadiens. Ouais. Mais ils étaient tous du coin. Sutton, Fredericksburg, Saint-Amand, notamment le 60e régiment Missisquoi. Et à peu près une quarantaine de personnes ont tenu tête quand même à 800 Irlandais armés avec un canon en plus. Et c'est le canon qui est aujourd'hui exposé sur le site. Qui était, dans le fond, c'était le canon des Irlandais. Oui.
capturés par les fermiers locaux. Aïe, aïe. Ah oui. C'est tellement fou comme histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les Fenians? C'est mort par soi-même, ce Alors, mouvement-là, ou quoi? en 1871, ils ont essayé de passer par le Manitoba. Et c'est Ok, Louis Riel qui les a mis dehors, d'ailleurs, parce qu'il ne voulait pas de problème avec les États-Unis et avec le Canada. ok. C'est vers les années 1880 que le mouvement Fenians en tant que tel est mort, mais il y a eu un autre mouvement qui s'est créé. Et ils sont revenus, il y a eu une renaissance de leurs cendres dans les années 1910, ce qui a conduit d'ailleurs à la révolte de 1916, où l'Irlande a mis dehors les Anglais, c'est-à-dire qu'il y a eu la révolution irlandaise en 1916, et des Fenians, des groupes Fenians sont réapparus à ce moment-là, et ont combattu pour libérer l'Irlande, mais en Irlande Wow. parce que le mouvement existait également en Irlande. Ok. Donc le mouvement Fenians a existé jusqu'au XXe siècle. D'ailleurs, dans une conférence que je ne donnais pas, mais un universitaire donnait sur les mouvements irlandais des années 1990, peints sur des murs de Belfast, j'ai eu la surprise sur une image de voir le symbole des Fenians qui était le phénix avec le drapeau irlandais de Hein. l'époque. Et c'était vraiment le symbole Fenians Wow. des années 90, donc 1990. Wow. Là, je l'ai dit à l'universitaire qui était « Ah oui, c'est vrai ». Wow. Donc, c'est un mouvement qui a historiquement a perduré moralement et intellectuellement dans le monde irlandais. Donc finalement, ils venaient ici, mais en fait, la vraie guerre, tu sais, pour eux, c'était entre l'Irlande et l'Angleterre. Oui, tout à fait. Finalement. Ils Comme n'avaient rien si- contre le Canada, c'est c'était ça, vraiment l'idée de libérer Exact, l'Irlande. exact. Donc, envahir le Canada, c'était pas envahir les Canadiens, c'était vraiment envahir un C'est territoire. ça. Se venger contre les Britanniques, Voilà, finalement. tout à fait. Puis de négocier cette libération de l'Irlande parce qu'ils voulaient vraiment la Hein. récupérer. Alors, ça a pris du temps, mais Ils ont fini par la récupérer, finalement. oui, C'est ça. une partie, oui. Parce qu'il Ok. y a l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Ah oui, ok. Écoute, Laurent, t'es ici depuis 2007. Oui. On va faire le petit segment qui s'appelle les meilleures adresses des cantons de l'Est. Les meilleures adresses des cantons de l'Est. Il est où, selon toi, le meilleur pain de la région, la meilleure boulangerie de la région? Toi qui es français, j'imagine que tu as quand même un oui, palais alors- développé. Ben, moi, il y a Canaël à Bromont. Alors, Ouais. il y a aussi le Breton à Cowansville. Ouais. Pour moi, ce sont les deux incontournables. Ouais. Alors, mea culpa s'il y a d'autres boulangers qui sont plus autour de Fredericksburg ou Bedford, parce que j'ai pas l'occasion d'y aller, donc c'est pas un jugement de valeur. Mais pour moi, je dirais Cowansville, le Breton, et Canaël à Bromont. Ouais, pour moi aussi, c'est dans mes deux préférés. Est-ce que tu manges à poutine? Oui. Ok, la meilleure poutine? Ouh, alors, historiquement, Historiquement. pour moi, L'historien de la poutine. la première poutine pour moi, ça a été à Bedford. La place n'existe plus, mais c'était Non, c'est pas le Barry? Ah, je sais pas. Je me souviens de la rue. Si c'est à Bedford, c'est le Barry ou la pataterie. Là. Alors, je sais pas lequel des deux parce que j'ai pas eu l'occasion de vérifier, mais en tout cas, c'était celui qui était en face du centre commercial, enfin du IGA ou. C'est le Barry. Alors, c'est ça le existe Barry. toujours, ça existe Bon. toujours. Bah, en tout cas, ça a été là ma première Ah poutine. ouais, ok. Après, pour dire les meilleures poutines, alors pas à Montréal, c'est sûr. Ma préférence, il y a la belle province à Cowansville. Ouais, ok. Ça serait dans le top. D'ailleurs, j'ai abonné mes filles des Français quand ils viennent me visiter. C'est là que je les Ah emmène. ouais, ok, cool. Il y a quand même aussi le Met Pizza Ouais, qui est à Cowansville. Là, pour moi, dans la région, c'est les deux. Il y a un truc de fromagerie à Bromont. Ouais. Puis mais c'est pas que c'est pas bon, mais c'est pas une vraie poutine. C'est une poutine un peu industrielle. Mais pour moi, vraiment, la belle province à Cowansville et puis Met Pizza à Cowansville. yes, Ouais. yes sir. La meilleure bière ou le meilleur vin? Oh. Je sais pas si tu bois de la bière ou du vin. Je bois les deux Ok. à l'occasion. Les meilleurs vins, c'est un peu difficile. En fait, on manque pas de vin ici. C'est que j'ai plutôt. Alors, il y a le Clos Sainte-Croix qui est à Dunham, Ouais. qui fait un excellent blanc, à ma connaissance.
Et quand on s'est marié à Donham en 2012, les vins, on s'est marié dans ce vignoble. Clos Sainte-Croix? Oui. Ah, ben là. Et le rouge et le blanc étaient excellents. Ah, bon, allons-y pour Clos Sainte-Croix. Oui. Puis pour la bière, as-tu une Il préférence? y a les brasseurs à Donham, là. Alors, ils ont changé de nom entre-temps, mais... Ouais, Brasserie Donham aujourd'hui. La brasserie Donham, oui. Parce que en autre brasserie, j'en ai pas à ma connaissance dans la région. Enfin, je veux dire vraiment de vraies brasseries, là. Ouais. En sens. Ok, Donc, c'est Brasserie celle de Donham, Clos oui. Sainte-Croix. Le meilleur restaurant de la région? Le meilleur restaurant, je dirais, il y en a plusieurs. Hein. Il y a à Donham, toujours. J'ai perdu... mais non, c'est la Bodega. Ouais. Il y a la Bodega. À Fredericksburg, je les connais pas. Je savais qu'anciennement, il y avait les trois clochers, je pense. Les deux clochers, ça clochers, existe toujours. Ça ouais. existe toujours. Ouais, j'ai mangé, une époque, je mangeais souvent là. C'est une institution Oui. de Fredericksburg. Ça aussi. Alors, les deux clochers à Fredericksburg, mais pour dire le meilleur, c'est un peu... Il y en a beaucoup. Puis je resterai vraiment sur Cowansville. Il y avait une bonne place qui s'appelait... Alors, qui faisait des bons déjeuners, mais qui a disparu. C'était pas la tartine, c'était... La fine gueule, non? Non. Ah, je m'excuse, j'ai des trous de mémoire. C'est pas bon pour un historien, mais c'est... Ça arrive à tout le monde. C'est pas la tartinade, c'était quelque chose du genre, mais... La couquerie? La couquerie. C'est vrai. Ok, ma blonde, elle me parle toujours de cet endroit-là, puis moi, je suis jamais allé. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Non, ça n'existe plus malheureusement. La COVID a fait disparaître beaucoup. Ça, ma blonde, elle me dit toujours que c'était la meilleure place à déjeuner à Cowansville. Je confirme. Honnêtement. Caroline, ramenez la couquerie, Cowansville. Oui, ça, la couquerie, c'était une excellente place. Là, c'était vraiment truc maison, c'était vraiment très bon. Alors, je veux pas dire que les autres ne sont pas bons, hein, c'est pas ça. Ben non. Mais là, on était aussi encore, je vais dire ça entre guillemets, dans le bon vieux Québec. On mangeait vraiment à l'origine comme les délicatessen qui malheureusement disparaissent à vue d'œil à Montréal. Il y avait des places comme ça où c'était pas cher, de bonne qualité, c'était très convivial. Et on est rentré dans une nouvelle ère aussi, un petit peu bobo, là. Ouais. Surtout dans la région. Oui, la région s'est transformée. Il y a une colonisation, pas au sens négatif. Embourgeoisement. Oui, il y a un côté bobo qui s'est développé, alors qui est venu de Bromont, qui a touché Cowansville. Ouais. On le voit avec les constructions. Sutton aussi. Quoique Sutton a gardé son petit cachet un petit peu à part. Il faut savoir que historiquement, Sutton, dans les années 1970, il y a un côté baba-cool qui s'était développé grâce aux Américains qui fuyaient la guerre du Vietnam. C'est quoi côté baba-cool? En fait, c'était un peu peace and love, les gens de l'écolo, la nature. Oui. Il y a toujours ça aujourd'hui. Oui, ça a gardé cette culture-là. Et c'est venu de ces gens-là, de ces jeunes-là, dans les années 70, qui fuyaient la guerre du Vietnam. Puis c'était la période cheveux longs, je fume. Rock'n'roll. Wow. Très cool. Bon, mais le segment est terminé. Est-ce que tu es ici depuis 15 ans dans la région? Qu'est-ce que tu aimes de cette région-ci? Qu'est-ce qui t'a fait revenir ici? Est-ce que c'est ta copine? Non, parce qu'elle vient de l'Abitibi, donc c'est pas régional. D'ailleurs, j'apprécie aussi beaucoup l'Abitibi. Alors là, pour le coup, on rentre dans un autre monde là-bas. Mais pour la région, il y a encore une paix sociale ici. Alors, il y a beaucoup d'histoires, parce qu'on a parlé des Fénians, tout ça, mais il y a énormément d'histoires dans la région. C'est un lieu qui est aussi... qui est une frontière sans une frontière. Alors, je vais m'expliquer, c'est qu'on a ici cumulé les cultures autochtones, Missisquoi, Magog, Memphremagog, Yamaska, c'est des cultures abénakis, les termes sont restés. Culture américaine, alors par les loyalistes, mais aussi par les colons américains qui sont arrivés et qui ont établi ici une culture vraiment de type américaine de nos voisins, avec une culture mélangée mixte britannique de type irlandais, écossais, parce qu'il y a eu ce mélange, et puis aussi canadien-français, parce que dès 1880, les Canadiens français, alors dans le canton de l'Est et à Brome-Missisquoi, c'était au niveau démographique très important, et c'est ce qui a donné un peu cette mixité. Puis d'ailleurs, dans les loyalistes, il y a une culture hollandaise, parce que on oublie souvent que New York était New Amsterdam, et que c'est pour ça qu'il y a des Westover, des noms qui finissent un petit peu à la germanique,
parce que ce ne sont pas Ah. originellement des Américains anglais, c'est des Américains hollandais. D'ailleurs, Fredericksburg, si je ne m'abuse, a été bâti par un Hollandais. Hollandais, allemand, germanique, oui. Abrahams, Fredix, c'est vraiment du germanique, oui. Ok, Donc, ok. il y a cette culture aussi très New Amsterdam qui subsiste d'ailleurs dans les maisons, hein, on le voit aussi dans l'architecture. Il y a une mixité très importante et c'est ce qui a fait aussi qu'il y a une bonne entente. Parce qu'entre culture francophone et culture anglophone, il n'y a pas de conflit. Il y a peut-être eu des petits accros. Puis toi, je viens de cliquer sur un souvenir, mais quand je suis arrivé en 1991, la population ici, c'était à peu près 60% anglophone, 40% francophone. Ouais. Dunham, Fredericksburg, je me souviens que, alors, les gens parlaient français, mais c'était majoritairement anglophone. Ouais. Et Cowansville était anglophone. Même que je me souviens d'un magasin, je ne sais plus lequel, qui a disparu, que j'étais rentré, et le monsieur parlait pas français. Alors, pas qu'il voulait pas parler français, c'est parce que c'était pas dans sa culture. Ouais. Et moi, je me suis retrouvé que je pouvais rien acheter parce que je parlais pas anglais. Merde. Et aujourd'hui, ça a complètement changé, ça. Ouais, Aujourd'hui, c'est c'est vrai. l'inverse. En 30 ans, on a vu, Mhm. même, tu vois, le village, alors je cherche, c'est pas Bromont, c'est Brome. Brome? Oui. Lac Brome, pardon, Lac Brome, ouais. excuse-moi. Lac Brome, qui était majoritairement anglophone il y a encore quelques années, aujourd'hui, même les institutions anglophones, comme le musée, recherchent des francophones parce qu'ils n'ont plus. Les personnes anglophones vieillissent, beaucoup Exact. sont partis, alors certains reviennent, mais c'est pas la grande majorité. Et puis, il y a cette... Alors, colonisation au bon sens du terme, hein, c'est immigration touristique qui arrive de la rive sud de Montréal. Il y a beaucoup d'Européens comme moi qui sont arrivés. Il y a Mhm. beaucoup de gens aussi de Montréalais, Québécois qui arrivent. Donc, ça transforme la région, puis actuellement, ça se transforme très, très vite. Effectivement, t'as raison. Puis c'est fou parce que ces anglophones-là vivent un peu ce que les Québécois francophones ont vécu et vivent encore avec, mettons, le Canada et les États-Unis. C'est-à-dire que c'est devenu une minorité anglophone dans une mer de francophones. Fait que des fois, il faut pas oublier non plus que c'était une région historiquement anglophone. Tout à T'sais, fait. avant tout, c'est les Abénaquis, soyons Oui, honnêtes, tout à mais fait. ensuite, c'était les anglophones et par la suite, en dernier, si on veut, C'est francophone. ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Puis la culture anglophone, alors, surtout Brome-Missisquoi, on a vraiment une culture américaine. C'est-à-dire que c'est pas britannique comme d'autres Ok, régions. ouais. On est relié à ces colons américains qui ont installé les premiers villages, puis les loyalistes inclus, hein, parce qu'on dit loyalistes proches. Le terme loyaliste définissait les gens qui restaient fidèles à la couronne d'Angleterre lors de la Révolution américaine, mais ils Ouais. étaient américains. Les premiers, les premiers moulins, comme Fredericksburg par exemple, qui ont été installés, c'était de type américain. Ok. C'est ce qu'on retrouve au Vermont, en Nouvelle-Angleterre. Donc c'est une culture qui s'est installée sur une frontière. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que quand ces premiers colons anglophones américains sont installés ici, c'était la conquête de l'Ouest. On est ici dans une région de marécages avec des reliefs montagneux. Les Abénaquis appelaient Yamaska, mais Yamaska, c'est Mamaska qui veut dire crapaud Ok. dans leur langue. Alors, crapaud au sens marécage. Ah, ouais. Oui. Ok. Et d'ailleurs, à la blague, je donne le cours d'histoire des cantons de l'Est avec l'UTA de Sherbrooke, donc l'université de Sherbrooke, et là je suis à Magog, et je faisais voir aux gens un film de 1940 qui s'appelait The Northwest Passage, qui est un film sur les raids anglais sur les villages de Benaki. Partant du lac Champlain, ils ont remonté du sud au nord, et il y a eu une reconstitution qui a été faite pour le film dans des marais qu'on ne retrouvait plus ici. Hollywood, en 1939, la MGM avait envoyé des techniciens pour repérer géographiquement la région et pour faire le film. Et en fait, ici, toute la région avait changé. Évidemment, les marécages avaient disparu. Donc, ils ont reproduit ça dans un parc dans l'Idaho, qui était un parc, une réserve fédérale. Mais dans le film, on voit ces soldats britanniques qui traversent des marais, qui marchent dans les marécages.
c'était exactement ça, la géographie de la région. Ok. Et cette géographie, c'était une géographie qui, avec ces colons américains, puis après les colons français, se sont asséchés, ont été rendus en terres agricoles. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'élevage, parce que c'est des terres très difficiles, il y a beaucoup de pierres. Hein. Sur les reliefs de Sutton, c'est surtout de l'élevage. Mhm. Donc, tout ça mis bout à bout, ça a donné la région qu'on connaît de Brome-Missisquoi. Toute une richesse culturelle finalement. Oui, Là. tout à fait. Puis un mélange. Oui, et les moulins à scie, les moulins à eau, les moulins à farine et les moulins électriques sont apparus principalement dans la région ici avant 1910, parce que c'était aussi cette culture. Alors, j'ai pas le terme exact en anglais, mais c'est je me fais moi-même, si je suis un entrepreneur. Le système des cantons de l'Est, qui est commencé à Dunham, c'est je me fais moi-même, je suis propriétaire de mon terrain, je fais ma vie. Ouais. Contrairement aux seigneuries françaises, par exemple, de la Nouvelle-France, où c'était une autre structure parce que c'était le roi. Ça fait très américain, ça. Je me fais moi-même. Oui. C'est fou parce que, tu sais, dans mon podcast, j'ai interviewé. Tu sais, à la base, c'était pas axé envers un type de personne, c'était juste de faire rencontrer des personnes intéressantes. Mais beaucoup d'entrepreneurs, finalement, que j'ai interviewé, puis je me dis, est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la région? Oui. Tu sais, il y a beaucoup de travailleurs autonomes, j'ai l'impression, dans la région. Fait que c'est comme si ça s'était préservé un peu cette idée-là de se faire soi-même un peu à l'américaine. Oui, tout à fait. Et tu vois, c'est tout à fait ça. Notre région est dans cette culture. Alors, aujourd'hui, on trouve ça un peu partout au Québec, mais jusque dans les années 50, beaucoup de gens entrepreneurs. Ici, les gens, enfin, les anciennes générations, ils faisaient un peu tout. Les garagistes, tout ça, ils faisaient plusieurs boulots. Ils vivaient correctement, c'est-à-dire que c'était pas des grandes richesses, mais c'était des gens qui s'autosuffisaient. Et qui n'avaient pas besoin d'avoir des subventions de ci ou des trucs de ça, qui étaient justement... alors, j'arrive pas à le dire, c'est self-made man. Self-made man. Voilà, c'est ça. Man, et cette culture-là... Veux-tu me le redire, s'il te plaît? Self-made man. Yes. Que je l'ai eu. My French accent est là. et c'est ça aussi qui est apprécié dans notre région. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien vivre ici, parce que même moi... comme je suis historien consultant, je ne suis pas rattaché, je suis pas un universitaire. Alors, je suis universitaire par mes diplômes, mais moi, je suis historien sans frontières. C'est ça. T'es un self-made historian. Exactement. Et pour ça, de ce côté-là, pour le moment, je réussis. C'est parce que je vais aussi... j'ai créé alors, c'est pas une entreprise, mais j'ai créé ce concept-là, il y a déjà plus de 10 ans. De travailler en free, comme on dit en bon français, en freeman, et d'offrir mes services par contrat. Et aujourd'hui, en fait, soit des sociétés d'histoire, soit en fait des organismes. J'ai eu des commandes de gens privés aussi. J'ai eu aussi la Sûreté du Québec. Ah ouais. Et quand on a fait Prohibition au musée de Sutton en 2012, la Sûreté du Québec avait participé. C'est une des rares fois d'ailleurs où ils ont sorti leurs artefacts et objets. Là aujourd'hui, ils ne sortent plus. Ok. Et ça fait partie de ça, de cette culture-là. Et tu vois, aujourd'hui, je retourne en France comme Canadien, donner des cours, enfin pas des cours, mais des conférences d'histoire sur l'histoire canadienne et française. Et en fait, les gens en France découvrent que le Canada... Alors, il y a la Nouvelle-France, mais c'est pas juste la Nouvelle-France. Il y a d'autres histoires. Il y a eu des corsaires canadiens. Tout est relié. D'ailleurs, c'est des Canadiens qui ont créé la Louisiane. C'est pas des Français. Je le dis, mais c'est vrai. C'est Iberville et compagnie. Donc... c'est très drôle et la vision française historique sur le Canada et sur le Québec demande à être, alors pas modifiée, mais je les amène peu à peu à mon petit niveau à revoir ça, à découvrir que ce n'était pas juste une colonie ici et que même après la présence britannique, il y a aussi une histoire. Ouais. Donc ça continue. Là, c'est dommage, on n'a pas le temps de faire. Écoute, on a l'impression qu'on pourrait partir pendant des heures et des heures sur l'histoire, sur toutes sortes d'histoires. Mais explique-moi, c'est quoi un peu la routine d'un historien sans frontières? Comment ça fonctionne? Tu fonctionnes par contrat? Tu sais, quand tu te lèves le matin, tu travailles sur plusieurs histoires ou quoi? Comment ça... Explique-moi une journée type
finalement? Alors, une journée type, après avoir déposé mes filles à l'école. Ouais. Alors, Secondaire ou non, c'est primaire? primaire, elles ont 8 ans. OK. Donc, C'est des jumelles? oui. OK. Wow, C'est OK. du boulot, oui. OK. Ils vont à Et l'école à à... Cowansville. OK, À OK. Cowansville. Cool. Et là, j'ai, en fait, depuis 3 ans. Alors, la COVID, moi, ça a été positif pour moi parce OK. que je donnais des cours et des conférences alors, à l'université du troisième âge de l'université de Sherbrooke pendant quelques années. J'ai aussi donné des conférences aux belles soirées avec l'université de Montréal. Tout ça, c'était par contrat. Et en Attends, la fait, COVID, ça fait 3 ans déjà? oui, c'est ça. Oh my Et God. il y a 3 ans, j'ai décidé de prendre un bureau à Cowansville pour mettre mes affaires, pour pouvoir écrire. Donc là, en fait, OK. j'ai produit des livres, dont le dernier, justement, parle des auxiliaires allemands, mais il y a eu aussi donc sur les corsaires canadiens, sur des Iroquois envoyés aux galères sous Louis XIV, pour faire court, puis les Fenians. Ouais. Mais les contrats, en fait, les gens finissent par, de bouche à oreille, finissent par connaître mon travail, Ouais. donc me contactent pour me demander. Donc là, en fait, selon, j'accepte. Et toi, en France, j'ai eu des contrats avec des sociétés d'histoire. J'ai même été au service historique de la marine à Rochefort. OK. Donc, le revenu, c'est un petit peu ça. Une chose importante aussi que j'ai oubliée, puis je pense que Stéphane Lemardelet, qui est de la région, qui est français Ouais. comme moi, on a le même cursus, il va me taper un peu sur les doigts, il aura raison, parce que j'ai oublié qu'on a un projet commun quand même, OK. une bande dessinée sur la frontière et la prohibition dans les années 1910-1930. Notamment, alors, un autre sujet que j'avais écrit pour la Société d'histoire de Fredericksburg, qui était cette maison close, ce bordel, si je peux me permettre, qui s'appelait le Palais du Péché, tenu OK. par une Wow. américaine du Vermont qui s'appelait Queen Lille, de son vrai nom Lillian Miner, et qui, de 1910 à 1930, a été une maison close à cheval sur la frontière. Une vraie histoire, là aussi. Wow. Une porte au Québec, une porte au Vermont. Et là, on a un projet de bande dessinée qui devrait voir le jour officiellement en 2024, parce que ça prend énormément de temps. Puis là, Stéphane a beaucoup de travail, parce que là, on a fini le scénario, mais il y a la partie dessin à Ouais, faire, c'est c'est ce ça. qui est la plus longue, mais c'est en cours. OK. Wow. Et ça aussi, c'est des histoires Wow. fabuleuses dans la région, parce que la prohibition ici a été... Étant donné qu'on est sur la frontière, Tout à j'imagine. Puis le trafic d'alcool, ça va aussi avec un type de vie. Enfin, il y avait beaucoup de gens dans la région qui en vivaient. D'ailleurs, à Fredericksburg, il y avait quelques garagistes qui réparaient les voitures trouées de balles Ah par les ouais. frontaliers américains ou qui passaient eux-mêmes de l'alcool dans Aïe, les aïe. essieux. Oui, oui. On a ici une histoire de frontières qui est sans frontières. Alors, quand je dis sans frontières, c'est que il y avait pas jusqu'en 1976 avec les Jeux Olympiques. Ça, les gens ne le savent peut-être pas. C'est à partir de ce moment-là que la frontière s'est fermée. Parce que quand il y a eu les Jeux Olympiques à Montréal, on était au lendemain des Jeux Olympiques de Munich en 1972, Hmm. où il y avait eu ces Palestiniens, attentats. les attentats qui avaient exécuté des athlètes israéliens. Et on ne voulait pas à Montréal que ça se répète. Ouais. Donc la frontière a été fermée dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il y avait même l'armée qui était ici sur les chemins pour vérifier qui faisait quoi. J'ai eu des gens qui habitaient véritablement sur le chemin de Eccles Hill et qui étaient frontaliers, qui disaient qu'il fallait qu'ils fassent tout un détour pour aller voir leurs voisins parce qu'ils ne pouvaient plus passer sur le chemin. OK. Et là, la frontière a commencé à être fermée. Et puis, il y a eu les attentats du 11 septembre 2001 qui Ouais. ont bouclé la boucle avec la fermeture Ah ouais, c'est complète. ça. D'ailleurs, j'avise les gens, n'essayez de pas passer la frontière, il y a des caméras partout. Hein. Ouais. Il y a les infrarouges. Ben là, Et- ouais, en tout cas. Ouais, non, continue, excuse-moi. Non, ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'avant ça, c'était sans frontières. Les gens pouvaient passer. Ah ouais, c'était plus lousse, là. Oui, d'ailleurs, tu vois, en 1926, le journal Le Devoir disait que c'était plus difficile de trouver un poste de douane que de passer la frontière. C'est Donc, bon. c'était une réalité, ça. Les petits chemins de travers, les chemins de bois étaient connus des gens, donc passaient de l'alcool. Fallait pas se faire attraper du côté américain, parce qu'il y avait quand même les douaniers, puis la police fédérale qui était là, puis les polices
du Vermont, mais les gens connaissaient les chemins et passaient. Aïe, aïe. L'autre anecdote, c'est qu'il y avait des vaches qui passaient la frontière avec des colis d'alcool, puis qui revenaient avec des billets de banque. Des Ah vaches? oui, oui, des vaches qu'on envoyait passer la Quoi? frontière à travers bois. Oui, oui, il y avait tout Wow. Oui, oui, Wow. oui, oui. Ça a été... ici, beaucoup de gens, quand il y a un moyen de faire un peu d'argent... Alors, Mhm. les gens ici dans la région, à part certains qui étaient vraiment du crime organisé, ils n'ont pas fait énormément d'argent. Ouais. Ils ont eu de l'argent, mais ils n'ont pas fait des sommes astronomiques. Ceux qui ont vraiment fait de l'argent, c'était le crime organisé. Alors, il y en avait quand même. Il y a Conrad Labelle qui était sur le lac Champlain et qui, lui, travaillait pour Al Capone. Mais c'est des rares exceptions. Les gens de la région, en général, faisaient leur petit trafic, puis ça Ouais, leur faisait ouais, un ouais. revenu. OK. Puis, OK, on vendait de l'alcool ou on faisait aussi de Alors, on l'alcool? faisait de l'alcool et on la vendait. OK. Je sais que sur le Mont Pinacle, il y a encore, jusque dans les années début 2000, il y avait des gens qui faisaient de l'alcool blanc, très discrètement. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais il y avait des gens qui faisaient Wow. encore leur alcool maison. Oui, oui. Wow. Oui. Ce qu'on appelle ici, ici, moi, c'est l'eau de vie ou le moonshine. là. Voilà, c'est ça. OK. Parce qu'on le faisait à la pleine lune. Ah. Donc, c'est ça l'idée, le moonshine, c'est que, en fait, comme c'était la lumière de la lune qui permettait de permettre des lumières, on faisait l'alcool avec la pleine lune qui donnait une Wow. certaine lumière. C'est de Ouais. là que ça vient. Je Oui. savais même pas. Ça t'est venu d'où? Parce que une chose que j'ai oublié de te demander, c'est pourquoi tu as fait tes études au Québec en histoire? Pourquoi après ton passage à l'école en France, t'as pas voulu aller en histoire? Alors, ça, tu vois, c'est une très bonne question et je vais apporter une réponse. En fait, aujourd'hui, je me sens, avec l'histoire du livre allemand qui est sorti, je me sens plus libéré. En fait, j'ai fait mon service militaire comme beaucoup de Français de ma génération en 1987-1988. Donc, Ok. c'était un truc obligatoire pendant un an. Alors, t'as quoi, 17 ans, 18 non, ans? moi, j'avais déjà 19-20 ans. Ok. Parce que je suis né en 1967, l'année de l'expo. Alors, j'ai pas de honte avec ma date. Donc, toi, 1967, 87, j'avais 20 ans. Ok. J'étais envoyé dans l'est de la France, dans le pays lorrain, sur la frontière. Et à l'époque, l'Union soviétique existait. Ouais. Donc, on était en pas pseudo-guerre, mais on était dans les années 80 avec l'Union soviétique. Alors, on le revoit aujourd'hui encore. On La revit guerre ça froide. aujourd'hui. C'était la guerre froide. Et on a eu un contexte militaire où c'était très, très difficile. Ok. Puis quand je suis sorti de mon service militaire, donc ça c'était 88-89. En 89, j'ai repris une première année universitaire donc à Poitiers, l'université d'histoire à Poitiers. Et là, je trouvais que les professeurs universitaires étaient pareils que nos sous-officiers ou officiers, c'est-à-dire que là, on rentre dans la hiérarchie sociale. Ah ouais. Ils se prenaient pas pour de la merde Ok. et ils nous considéraient comme vraiment pas grand-chose. Ah ouais. Et j'avais l'impression de revenir à l'armée. Le service, c'est combien de temps, ça? C'était 1 an, 12 mois. Tabarnouche. Oui, mais Ok. pour certains, ça pouvait être 24 mois. Ok. Ok. Aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est un service volontaire, mais à l'époque, tu n'avais pas Ça le choix. existe ailleurs sur la planète, là, Oui, tout à fait. certainement, là. Il y a des pays où ça peut être 2 ans, 3 ans. Ok. Je sais qu'Israël, c'est long. Il y a d'autres. La Toi, Suisse- t'étais obligé de le faire. Ah oui, oui. À l'époque, c'était une obligation. C'est le service militaire obligatoire. Il a été arrêté, je pense, à la fin des années 1990. Mais moi, Ok. dans toute ma génération, là, à part si on connaissait quelqu'un qui pouvait nous exempter, on était bon pour le service. Ok. Et là, tu n'avais pas le choix. Puis tu pouvais demander. Moi qui étais de Poitiers, j'aurais pu demander. J'aurais pu demander. Ça servait à rien de demander parce qu'ils m'ont envoyé à 800 km sur la frontière de l'Est. Donc là, t'es revenu en histoire puis ça te faisait chier parce que c'était comme l'armée. Oui, et en fait, tu vois, le petit déclic, c'était qu'un jour, j'ai eu un exposé à faire avec un de ses professeurs qui est tombé à la retraite aujourd'hui, de Poitiers. Et j'avais un exposé à faire et il m'a donné un ordre. Et en fait, ça a été comme une réaction épidermique. J'ai dit non. Ok. Oui. Tu vois, je me souviens, je me revois, j'ai fait non, je le ferai pas l'expo. Alors qu'en fait, je voulais la faire parce que j'avais demandé à la faire. Et là, il m'a laissé une chance. Il m'a dit, mais là, M. Bussot, faites votre exposition. Puis, enfin, votre exposé, pardon. Et il continue de me donner des ordres. Ouais. Et là, j'ai fait non, là, je viens de sortir de l'armée, c'est pas pour me refaire donner. Et puis, j'ai fait non, Aïe, catégorique. aïe. Alors, on s'est pas engueulé et tout ça. Il m'a dit, bon, bah, reprenez votre place. Et puis là, il m'a fait une phrase qui m'est toujours restée. C'est, vous serez jamais historien.
Et là, dans ma tête, ça a été un point d'honneur. Hein, je suis pas bélier pour rien. Je fais, toi, mon petit pote, un jour, tu vas voir. Je vais te choper au vol. Parce que dans ma tête, c'était sûr que non, ça, ton truc, là, je prends pas. Ah, Et tu vois, 20 ans, 30 ans plus tard, je retournais à l'université de Poitiers au mois d'octobre, là, et je leur ai ressorti l'anecdote à la fin de ma conférence. Je leur ai dit, voilà, votre université, il y a 30 ans, j'ai essayé. Parce que j'ai arrêté, là, c'était ce qu'on appelait un dog, et c'était 3 mois, puis j'ai arrêté. J'ai ok. abandonné. Mais l'idée était toujours là, et c'est pour ça que je suis revenu. Quand je suis été au Québec et que j'ai rencontré la personne du musée de civilisation qui dit, oui, vous pouvez reprendre des études. Puis, et moi, j'ai dit, mais j'ai déjà 25 ans, 30 ans passés. Il me dit, ah non, mais il n'y a pas d'âge. Ah, Et là, la liberté d'étudier au Québec qu'on n'avait pas en France, parce qu'en France, à l'époque, c'était très... Déjà, quand je sortais de mon service militaire, j'avais 22, 23 ans, j'étais déjà un vieux à la moyenne de 18 ans. Et tu vois, il y avait 3-4 ans de différence. ok, J'étais déjà considéré comme un vieux. ok. Et quand je suis revenu donc en 2022 à l'université de Poitiers, que j'aurais fait la conférence, je leur ai raconté l'anecdote et puis je leur ai dit, bah, vous voyez, il n'y a pas de vérité en histoire. Ah Je ouais, suis non, c'est ça. revenu Exact, exact. et j'ai T'as-tu bouffé... remontré ton CV à l'enseignant qui t'a Ouais, dit que bah, tu en serais fait, jamais historien? je sais, enfin, je l'ai pas retrouvé, mais si un jour je le rencontre, je lui dirai, puis sans, enfin, c'est pas un règlement de compte, mais pour moi, j'ai bouclé une boucle. Ouais, ouais, non, c'est ça. Et c'est le pourquoi, en fait, qui m'a amené au Québec. Alors, quand je suis venu pour faire les pommes, j'avais pas ce projet-là. C'était vraiment pour partir de la France, Mhm. parce que c'était un cumul de plein de choses, et ça en faisait partie. Ouais, Je trouvais ouais. que ce pays-là était encore très Louis XIVe. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui. Hein. Si Ok. les gens sont dans la rue avec des gilets jaunes ou avec des pancartes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais bon, Ouais, ça, c'était un autre problème. ouais. Je suis très content d'être devenu Canadien. Alors, je suis français de culture, hein. Je la renie pas, et quand j'y retourne, je suis très content. Mais ma culture québécoise et canadienne que j'ai accumulée, que j'ai acquis ici, c'est un plus. Ouais. Pour moi, c'est un plus. Alors, en histoire, c'est un plus, mais dans Mhm. ma vie personnelle, c'est un plus. Des fois, j'ai un petit peu le pincement au cœur de dire, oh, j'aimerais ça retourner en France parce que ça arrive. Et puis je suis La sûr que famille aussi la là-bas, quand même. famille, les amis, j'ai toujours gardé contact. Mais quand je vois un peu dans quelle situation ils sont, puis même depuis plusieurs années, hein, ça date pas que d'aujourd'hui, je fais, ah, T'as des filles de 8 ans aussi. oui, c'est ça, Ça doit jouer aussi dans la tout balance. à fait. Et puis, j'ai toujours en souvenir, quand j'avais été avec la directrice là, pour mon poste, qui était en 2003, quand je voulais faire guide conférencier, puis que je voyais mes collègues qui me regardaient dans ça se fait pas, j'avais compris que j'étais plus dans cette culture-là. Ok. D'ailleurs, les 3/4 des Français, quand ils viennent ici, c'est la première chose, je pense, qu'ils voient ou qu'ils constatent, c'est que cette liberté d'action, des fois même un peu perturbante, parce qu'en France, il y a des gens quand dans certains boulots, ils sont cadrés, si tu leur enlèves le cadre, ils sont comme perdus. J'en ai vu Mhm. quelques-uns. Ça prend un temps à s'adapter ou de ne pas s'adapter puis de repartir en France. Hein. Mhm. C'est une réalité aussi. Mais pour moi, et quand j'ai repris l'UQAM, la première année de l'UQAM, j'étais étudiant, alors il fallait que je refasse tous les 3 mois mes visas, mes machins, mes papiers. Mais pour moi, ça a été une liberté totale. D'ailleurs, je regardais l'histoire sur un autre angle. Parce que quand j'avais fait mes 3 mois d'université à Poitiers en France, j'ai réétudié à peu près les mêmes choses ici et je trouvais qu'on n'avait pas la même Ah ouais. vision. Oui. Ah non, c'est sûr. Oui. C'est Et sûr. c'est là où j'ai découvert que il faut avoir un angle différent des choses. Mhm. Et c'est ce que j'ai développé pour mon travail. Actuellement, c'est ce que j'essaye de faire. Même par rapport à l'histoire locale. Tu vois, les Fenians, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient l'histoire parce que son grand-père et arrière-grand-père avaient raconté. Mais ils n'avaient pas eu la vision d'ensemble et même internationale Non, c'est ça. des enjeux. Ouais, ouais, ouais. Donc, quand on a fait le bouquin, il y a beaucoup de gens qui ont découvert, le terme Fenians, ils connaissaient, mais au-delà de ça, ils ont découvert que c'est une histoire importante. C'est pas juste un petit... Non, c'est ça. Tu vois, moi, je connaissais un peu l'anecdote, les Red Satches, mais je connaissais pas en fait tout le contexte géopolitique qui a mené à ça, c'est-à-dire l'Irlande contre l'Angleterre. Oui, et d'ailleurs, une petite anecdote aussi. Il y a, je dirais il y a 3 ans, parce que c'était avant la Covid, à la SAQ, alors c'était à Cowansville. Et puis, le livre était fait depuis 2016, et je vois une bouteille australienne avec une image sur la bouteille,
Alors, je vais te la faire voir, mais bon, les auditeurs ne pourront pas la voir, mais pourront éventuellement On va la trouver. décrire. Et en fait, cette bouteille qui est australienne, c'est un vin australien qui s'appelle, alors je le dis en français, c'est 19 Crime, donc 19 Crime. Ah, ouais, Et ouais, ouais. il y a une bouteille de rouge avec des personnages qui sortent des bagnards, des prisonniers. Ok. Et sur une des bouteilles, j'ai eu la surprise de trouver John Orwelly, alors John Boyle Orwelly, qui était un Fenians, alors qu'il y a une histoire assez rocambolesque aussi, et on l'a mis dans le livre. Quand j'ai trouvé l'histoire, je trouvais ça fabuleux. C'est que cet Irlandais, alors qui était en Irlande, parce que les Fenians en 1866 c'était aussi en Irlande, et lui s'est fait arrêter par la police britannique et ils l'ont envoyé au pénitencier en Australie, parce que ça, les Anglais étaient très forts pour ça. Tous leurs prisonniers politiques et prisonniers, ils les emmenaient au bagne en Australie, un peu comme Cayenne pour la France. Ouais. Et ce gars-là se retrouve sur une des bouteilles. Et comme je connaissais la photo et le visage, j'ai fait, voyons, c'est quoi? Et personne à SAQ connaissait l'histoire. Et en fait, cette histoire, c'est que ce monsieur, donc John Boyle Orwelly, s'est échappé du bagne australien et par bateau a arrivé à revenir à Boston. Et en 1870, il s'est retrouvé à Fredericksburg dans la deuxième invasion. Aïe, aïe. Et comme il était journaliste dans le Boston Pilot, il a raconté ce qu'il a vécu du côté irlandais. Aïe, aïe. Et ce monsieur, qui était un intellectuel et qui était même un poète irlandais, eh bien, U2, le groupe U2, a chanté une de ses chansons, une de ses textes. Oui. Wow. Et donc, on a un Irlandais qui fui la prison australienne, qui s'est retrouvé à Fredericksburg en 1870 et qui a été correspondant de guerre pour les Fenians et qui a raconté. Et on a remis dans le bouquin, en fait, son compte-rendu. Et ce qui est très intéressant, c'est que son histoire d'évasion d'Australie, eh bien, Jules Verne s'en est servi dans un roman qui s'appelle Les Frères Kipps. Et il a repris l'histoire et il l'a mis dans son roman. Au Québec, ouais, un bon terme québécois, tout est dans tout. Tout est dans tout. L'histoire, c'est ça, hein? Oui. C'est vraiment ça. Oui. On a l'impression de vivre des choses pour la première fois, puis finalement, l'histoire est pleine d'anecdotes qui nous rappellent. Oui, tout à fait. Et c'est ça, en fait, c'est comme les poupées russes. C'est quand on ouvre une, il y en a une autre. Quand on ouvre... ça. Et en fait, c'est infini parce que l'histoire... Alors, moi, très humblement, ce que je sais, c'est que dans tout ce que j'ai écrit sur les sujets, c'est pas des sujets que j'ai découverts à 100%. Il y a toujours quelqu'un avant moi qui a écrit sur le sujet. Ah, ouais. Et je reviens toujours à ce sarcophage égyptien, mais c'est un peu ça. Moi, je me place comme archéologue de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a commencé à gratter, et puis pour X raison, il est passé à côté. Ouais. Et puis moi, je regarde ça, je fais si je gratte de ce côté-là, qu'est-ce que je vais trouver? Ouais. Et puis je trouve des trucs qui sont en complément de ce qui a déjà été fait. Puis peut-être un jour, quelqu'un va trouver des trucs en complément de ce que toi, t'as fait. Oui, tout à fait. Et je laisse toujours la porte ouverte, justement, à dire que ce que je fais, moi, c'est une étape. Il y aura toujours autre chose à aller chercher, des nouvelles archives qui apparaissent, une autre vision des choses. Donc, c'est ça où l'histoire est infinie. L'histoire ne s'arrête pas. Beaucoup de gens me disent « Ah, c'est une roue qui tourne sur elle-même ». En fait, c'est une roue voilée. C'est-à-dire que la roue, elle avance, mais elle est voilée, donc elle va toujours sur un côté ou sur l'autre côté. OK. Elle va jamais droit. Ouais. L'histoire, c'est jamais droit. Ah non, c'est ça. Écoute, Laurent, c'est l'heure de la question qui déchire. Oups, Oui. le micro. T'es prêt? La question qui déchire. Toi qui as une meilleure compréhension de l'histoire que la majorité, qu'est-ce qui, selon toi, va définir l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui? Alors, on est dans une période de transition et de changement, de passage. OK. En fait, on est véritablement dans une transformation de civilisation. Ah ouais. À petite échelle et à grande échelle. Parce qu'on n'est pas encore sur du long terme, sur 10, 30, 40 ans, mais on voit déjà les changements. Le meilleur exemple, on s'en parlait hors micro tout à l'heure, moi quand je suis arrivé en 91 au Québec, les Québécois qui étaient des cueilleurs ici, allaient au Guatemala et au Mexique sur les plages pour passer du bon temps. Ouais. Aujourd'hui, ceux qui les ont remplacés, ce sont les Mexicains et les Guatémaltèques qui viennent travailler ici à leur place. Alors, je dis pas à leur place en prenant leur place. Il y a un changement de population qui s'est fait. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Cowansville et c'est vraiment par hasard, j'étais rentré dans la superbe église de Cowansville, Sainte-Thérèse.
et c'était un dimanche. Et là, il y avait un prêtre africain qui donnait la messe aux retraités québécois, parce que beaucoup de gens qui étaient ce dimanche-là, à peu près une dizaine de personnes, étaient des retraités. Et il faisait le discours classique. Et là, je me disais, mais jusque dans les années 60, c'était les missionnaires et curés alors, canadiens et européens, enfin canadiens, français, qui allaient en Afrique pour évangéliser, entre Aïe, aïe, guillemets. ouais. Et là, aujourd'hui, ce sont les Africains qui font la même chose, alors qui reviennent, qui sont les prêtres, et à l'oratoire Saint-Joseph aussi, on m'a dit que c'était un prêtre d'origine africaine. Alors, Ok. je trouve ça très... alors, je ne veux pas dire très drôle au sens amusant, c'est très particulier. Oui, oui, oui. Et on voit aussi une transition civilisatrice. C'est-à-dire que avant la Covid, il y a eu la mise en place d'une exode urbaine vers le rural. Mhm. Et la Covid qu'on a connue a accéléré le processus. Ah ouais. On le voit dans la région. Dans la région, c'est. J'ai vu les chiffres récemment. Je crois de 2016 à 2021, la population de la région a augmenté de comme 15%, ce qui est quand même énorme. Puis je veux dire, il n'y a pas eu d'immigration là, dans ces Non. années-là, vraiment. Non. Ben oui, non, oui, il y en a eu, mais en tout cas, j'ai l'impression que la majorité de cette tranche-là, c'est des Montréalais ou des urbains qui sont venus s'établir ici, tu sais, Oui, c'est une depuis 2020. Oui, là. tout à fait. Bah, on est dans une période de transmigration où les gens recherchent, entre guillemets, une meilleure vie. Alors sur le plan économique, mais surtout sur le plan personnel. C'est là où il y a depuis une dizaine Hmm. d'années, alors je dirais au Québec, mais c'est un petit peu vrai aussi, je l'ai vu en France, il y a eu aussi une nouvelle génération qui fait... Alors, c'est un retour à la terre dans le sens de manger, d'être bien, de manger des bons produits. Mhm. En fait, beaucoup d'agriculteurs autour de Fredericksburg, Dunham, sont des jeunes générations Ouais, qui font de la culture bio, ouais. qui l'ont développée. Alors ça aussi, c'est le côté américain, hein, ils ont par eux-mêmes développé des entreprises, une idée ils vont aller jusqu'au bout. Ça fait partie de cette culture-là aussi. Ouais, 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 ouais. Et cette transition urbaine, là où on voit, alors depuis Bromont, Cowansville, Dunham, Fredericksburg, là il y a une évolution urbaine. Les petits villages ne sont plus les petits villages. On est dans une urbanisation rurale. Mhm. Alors évidemment, il y a les pour et les contre, il y a les bons et les moins bons Ouais. aspects, mais on est dans cette transition-là. Et puis aussi, d'un point de vue plus général, il y a une énorme migration. Alors, on le voit avec la fameuse frontière de Roxham. Ouais. Une montée de population du sud qui vont vers le nord. Le changement climatique aussi va amener des changements et des transformations profondes. Alors là, Mhm. on a une chance, je dirais, pour les 20, 50, 60 ans, on le vit, mais sur quelques dizaines d'années. Disons que sur plusieurs dizaines d'années, dans les années futures, nos enfants et petits-enfants vont voir cette transformation. Parce que il y a véritablement ce système de changement de climat, de température, de population, et ce ne sont pas des choses nouvelles. Alors moi, comme historien, des fois, ça me fait profondément rigoler quand j'entends des gens qui parlent... Alors, le changement climatique existe, Ouais. ça, c'est indéniable. Ouais. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème, hein. La Terre n'est pas plate. La Terre est ronde. Oh non, elle est plate. Ouais, Non, ouais, c'est pas enfin, vrai, c'est pas vrai. elle C'est est pas plate vrai. pour ceux qui le pensent. Non, c'est pas Mais vrai, c'est pas vrai. juste un petit rappel, dans l'époque de la Rome antique, il y a eu ces mêmes changements de climat, même de changements de civilisation. Le changement de climat venait que des volcans en Islande pendant 10 ans ont noirci le ciel. Aujourd'hui, les archéologues et les paléontologues, tout ça, savent que le ciel européen s'est complètement caché. Le soleil, tout ne germait pas. C'était comme une brume constante Ok. due aux nuages du volcan. Ça a amené un changement climatique. Les températures ont changé. Donc, il n'y a pas que le réchauffement de la planète. Le réchauffement de la planète existe depuis, on va dire, quelques milliards d'années. La planète elle-même évolue Mhm. par elle-même. Mais ces changements-là que l'on vit actuellement sont une réalité. Et je ne veux pas dire qu'on ne peut rien faire contre ça, c'est pas ça. Mais il ne faut pas obnubiler dans le présent comme si le passé n'était qu'une erreur. Mhm. Même moi, je constate qu'il y a des gens, à la fin du 19e siècle, tant au Canada qu'en France, par exemple, on avait conscience de ces changements
de population et ces changements de climat amenés par les nuages du charbon, par exemple. Donc, à chaque année, à chaque époque, à chaque période, des gens ont conscience des transformations qui se font. Aujourd'hui, on vit une transformation sociale, ou même le Québec est en train de se transformer. On rentre dans une ère numérique, le 3.0, l'accès à l'intelligence artificielle, accélérer un processus. Et il ne faut pas non plus effacer l'histoire, que ce soit la bonne ou la mauvaise. On ne peut pas demander au passé, qui a eu des erreurs, on parle sur le plan racial, le plan social, on ne peut pas aujourd'hui, en détruisant des statues ou en enlevant des plaques ou en pensant qu'on va changer de mentalité ou en défendant tel groupe ou tel groupe, qu'on va changer ça, parce que d'abord ça a déjà existé. On sait pas, c'était pas, même si on a une mémoire très courte sur 100 ans. Et puis aussi, c'est que il faut pas créer des situations conflictuelles entre civilisations et entre sociétés. Ce que je constate comme historien, puis c'est un constat personnel, donc j'ai mes erreurs là-dedans, c'est que on peut pas changer une société du jour au lendemain. C'est un peu comme un poids lourd, un camion. Ouais. On peut pas du jour au lendemain lui dire tiens, on va le faire arrêter tout de suite net, là, on va le changer. Non, c'est pas possible. C'est comme un paquebot, ça prend une déviation sur Mettons, là, justement, le faire réduire parce que là, on parle beaucoup de changement climatique puis le degré qu'on devrait atteindre. Il faut pas que ça augmente de 2,5 degrés, il faut que ça augmente de juste 1 degré. Mais c'est comme, méchante affaire finalement. Là, oui, et en fait, ce que je dirais aux gens, c'est de ne pas se mettre ça sur le dos ou sur le dos des autres. Parce que c'est un processus général qui va prendre du temps. qu'on ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire que, oui, il y a des gouvernants et ceux qui sont au gouvernement, quels qu'ils soient, essayent de faire de leur mieux ou au pire de ce qu'ils peuvent faire dans leur incapacité, parce que bon, il y a compétence et incompétence partout, mais ça fait aussi partie du processus d'évolution de la planète. C'est-à-dire que tout le monde dit « Ah, il faut sauver la Terre ». La Terre, elle a plusieurs milliards d'années, et dans plusieurs milliards d'années, c'est encore là. C'est plutôt l'espèce humaine qui devrait se regarder en disant que c'est elle qui est en danger. Mais c'est pas la planète. La planète que nous connaissons, elle a déjà changé. Il y a des déserts qui existent aujourd'hui dans le Sahara, mais il y a quelques milliers d'années, c'était une forêt vierge. Donc, on ne peut pas contrer ça, ça fait partie du processus. Il y a aussi... on va se renouveler, finalement. Oui, tout à fait. Et puis, on vit actuellement une transition que nous, au temps présent, on n'a pas conscience. C'est l'exode spatial. On est à l'époque. Alors, je vais faire une comparaison douteuse, historienne, mais on est à la période de Samuel de Champlain. OK. C'est-à-dire que Samuel de Champlain et ses contemporains ont été vers l'ouest pour découvrir la Chine. Ils sont tombés sur l'Amérique du Nord et ils ont découvert un nouveau continent. Et actuellement, le monde spatial, on en est arrivé là. On est dans ces premiers explorateurs, puis on est déjà quelques années derrière nous. Là, dernièrement, ce sont des compagnies privées. On est passé au stade d'États qui organisent des voyages vers l'espace à des compagnies privées. Je pense à SpaceX, mais Elon Musk. Elon Musk et compagnie. Et je pense que les gens ne prennent pas conscience. Alors, c'est pas un risque, mais ça fait partie de cette évolution de l'humanité qui se dirige vers ça. C'est-à-dire qu'il y a un Homo sapiens cosmo qui se met en place. Il est en train de naître, comme ça a été en France ou en Angleterre au XVIe siècle, mais il est déjà vers l'Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'on est déjà dans cette colonisation de l'espace. Le vaisseau de l'époque, disons plus bateau, serait aujourd'hui le vaisseau spatial. Puis... Oui, tout à fait. Parce que moi, tu sais, Elon Musk prêche pour... Ben, pas prêche pour ça, mais lui, il est convaincu de ça. Quelque chose en moi qui voit encore ça comme un peu de la fiction, mais toi... T'en as la certitude. C'est pas la fiction parce que il passe des contrats avec la NASA. Il a déjà envoyé par porteur des satellites. Puis ce que je veux dire, c'est que c'est l'état d'esprit qui est déjà là. C'est-à-dire que des gens comme Samuel de Champlain, comme Jacques Cartier, quand ils étaient en France, qu'ils en parlaient de ces projets-là, tout le monde leur riait au nez en disant
Vous êtes complètement fou. Ok. Puis quand ils sont arrivés ici, puis qu'ils ont découvert ce qu'ils ont découvert, même ne sachant pas trop où ils étaient, mais qu'ils ont découvert quelque chose, ben, ça a ouvert la porte à l'exploration Ouais. vers l'Amérique du Ouais, Nord ouais, puis ouais. l'Amérique du Sud. Quand Christophe Colomb est parti, lui pensait arriver en Chine, ce qu'il appelait Cathay. Quand il est arrivé sur les premières îles des Bermudes, il est tombé sur quelque chose qu'il n'avait pas prévu. En même temps, il savait qu'il allait chercher quelque chose, c'est dans l'idée. Et actuellement, ce que notre, je dirais civilisation, mais notre période humaine actuelle vit, c'est cette transition-là. Mhm. Il y a déjà des hommes dans l'espace. On a vu aussi les Chinois arriver à faire le tour de la Lune, ce que les Américains n'avaient pas fait. Ok. On est dans une compétition spatiale qui se développe de plus en plus. Alors, physiquement, visiblement, on le voit, mais on ne voit pas tout. Mais non. Et Même l'impression qu'on voit pas grand-chose. Là. dernièrement, moi, ce qui m'a interpellé, alors, dans le bon sens et dans le mauvais sens aussi, c'est que on anticipait d'envoyer des fusées pour détruire tel météore. On a déjà un bouclier plus ou moins archaïque pour nous défendre de météores ou de météorites qui pourraient venir. C'est-à-dire que les Américains ont mis en place comme des fusées qui pourraient partir. On est déjà là dans un autre espace. On est déjà là Mhm. au-delà de l'espace terrestre. Wow. La Lune est déjà, entre guillemets, colonisée. Alors, c'est le prochain objectif. Musk, dans sa gentille folie, lui voit déjà Mars. Mhm. Donc, on est déjà dans une autre zone. Wow. Et historiquement, on est déjà dedans. Juste une anecdote, si les demoiselles et les jeunes femmes peuvent courir sans que la poitrine bouge trop parce qu'ils ont quelque chose qui les maintienne, Ouais. eh bien, ça a été à l'origine des années 60 prévu pour les femmes dans l'espace. Quoi? Oui. En fait, c'était ce maintien-là, ce type de truc, les vêtements de sport que l'on a aujourd'hui, qui sont très moulants, qui nous tiennent et tout ça, mais c'était à l'origine des matières qui étaient prévues, des façons de faire prévues Ah pour ouais, genre l'espace. élasto, Voilà, parce que dans machin. la pesanteur, tout vole. Ouais, ouais, ouais. Fait que toi, tu verrais ça comme depuis les années 60, on aurait entré un peu dans cette ère Oui. intergalactique. Oui. Mais l'humain, là, c'est une espèce, on dirait, éternellement insatisfaite ou toujours à la recherche de... Parce que tu regardes un chevreuil, là, puis je pense pas qu'il ait besoin d'aller sur l'espace, là, tu sais. Je sais pas comment bien... Je sais pas si c'est une bonne analogie que je fais, mais j'ai l'impression que l'humain veut toujours plus, toujours plus, puis là, c'est comme la planète ici, bon... Il y en a qui ont fait le tour, puis... C'est ce qui fait... l'humain est un animal colonisateur. Ouais. C'est-à-dire qu'il veut toujours dépasser ses frontières. Alors déjà, bon, d'un aspect survie, toutes les civilisations, même à commencer par les Néandertaliens et Homo sapiens, il y a eu toujours ce besoin de poursuivre, de bouger, d'aller voir ailleurs. Mhm. Ça, c'est dans l'animal humain, ça fait partie de sa nature humaine. Ok. Alors qu'il aille de Montréal au canton de l'Est ou qu'il parte Ouais. de Cap Canaveral jusqu'à Mars, Wow. c'est le même processus. Ok, ouais, ouais. Et ça, historiquement parlant, ça fait partie intégrante de l'humanité, à petite échelle et à grande échelle. La colonisation des cantons de l'Est, c'est aussi ce mouvement d'expansion, de contrôle, enfin de voyagement. Les Abénakis sont des colons. On pense toujours qu'ils maîtrisaient, connaissaient, ils pêchaient, ils chassaient ici, mais c'est en 1670 qu'ils sont venus s'installer véritablement à Bécancour, Wallinac et Missisquoi. Parce que avant c'était des nomades et ils se sont sédentarisés, ils ont colonisé un espace qu'ils ont contrôlé. Alors ils n'ont pas fait de culture agraire comme à l'image des anglo-saxons qui sont arrivés après, loyalistes et américains, mais le processus de colonisation, de s'installer dans un endroit, est là. Donc de tout temps, l'homme est un éternel animal qui bouge et qui veut s'installer ailleurs. Ouais. Je Donc, comprends. Même moi, même toi, probablement. oui, tout je à suis fait. toujours Moi en train qui viens de la France, je suis né à l'extérieur, je suis venu m'installer ici. Ouais. Et ça fait partie de ce processus-là. Et Mhm. d'un point de vue général et sociétal, on est dans cette période de transition du XVIe siècle, donc des années 1500, où il y a une partie de la population qui vit dans sa géographie terrestre,
Et il y en a une partie, alors qui est encore une minorité, mais qui grossit de plus en plus, qui est déjà comme ailleurs. C'est-à-dire, de par leur travail, ils sont ingénieurs, ils participent à Mhm. l'aéronautique, ça en fait partie. Mhm. Donc, ils sont déjà dans ce monde qui se propulse Ouais. vers déjà, entre guillemets, un ailleurs. Mais là, si ça devient privé, les compagnies qui vont dans l'espace, là, tu sais, on peut. C'est pas seulement que les riches qui vont avoir accès à. Tu sais, au départ, mettons, OK, on va coloniser Mars. Au début, c'est sûr que ça va être juste. du- Alors, Ou du monde qui sont prêts à perdre leur vie, peut-être Alors, aussi. là, je vais te donner non, mais non, mais c'est intéressant parce que le côté privé, les gens pensent que c'est aujourd'hui qu'on l'a créé. Les premières colonies françaises en Nouvelle-France, c'était une compagnie privée, ce qu'on OK. appelait les sans associés. Ouais. C'est-à-dire que c'était des financements privés. Alors, il y avait le roi et son gouvernement, mais le roi et son gouvernement n'aidaient pas à la colonisation ici. Ça a été une réalité dans les années 1665 à 1667, quand Louis XIV a décidé de rendre que ce soit l'administration royale qui gère la colonie de la Nouvelle-France. Mais avant ça, c'est des compagnies privées. C'était des gens qui s'associaient, qui payaient des gens comme le gouverneur de Montmagny qu'on envoyait ici, mais c'était des privés, OK. parce que c'était un financement privé. OK. Alors, le privé, pour la conquête de l'espace, ou même des zones terrestres comme les trucs miniers, ça a toujours été. Alors, ça fait partie du processus. Donc, C'est fun de parler à un historien parce que tu vois que je trouve que c'est bien pour me ramener un peu, tu sais, de relativiser, là, tu sais, justement, des fois, on se fait des peurs peut-être, puis des fois, tu sais, on voit juste notre nombril, puis on est comme, ah, C'est parce que le côté privé a ce défaut de vouloir faire payer les choses. Mais en même temps, c'est le privé qui investit peut-être le plus d'argent. C'est une prise de risque. mhm, Bon, on a parlé d'Elon Musk, mais il y a Bezos aussi. En fait, puis il y a d'autres compagnies moins connues qui font partie de ce processus. Ces gens-là s'investissent économiquement parlant et prennent aussi des risques. Alors évidemment, les risques, ils vont les faire partager. Au début, ce sont sans doute les gens les plus fortunés qui vont participer économiquement pour que ce soit rentable. Mais c'est un petit peu comme la colonisation de l'Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'est la, alors, je vais dire la toutes sortes de masse, gens sont la venus, ouais, c'est ça. population moyenne qui va payer son tribut à son niveau. Mais comme il y a plus de personnes, ça va Ouais, devenir plus rentable. ouais, Le jour où dans 100 ans, parce que bon, ça sera pas dans les 10 prochaines années, ça va très vite, mais je dirais, admettons, dans 100 ans, quand tout le monde va payer son billet d'avion pour aller voyager sur la Lune pour faire un tour aïe, aïe, touristique, ouais. bah, c'est le nombre, comme les charters, hein. Dans les années Les quoi? 50, enfin, les vols charter, c'est-à-dire en fait les compagnies OK. comme Air Transat Oui, et oui, tout oui, ça. ouais. Quand il y avait Air Canada, Air France, puis toutes les compagnies d'État, c'était une minorité de gens qui voyageaient parce que les billets étaient OK, très chers. ouais, Alors le service était compris, mais ça coûtait très cher. Quand des low cost, qu'on appelle en bon français en France, sont apparus, ben, ça coûtait moins cher, il y a plus ouais. de monde, mais c'est plus rentable. Et Mhm. ben, c'est le même processus qui, à mon avis, d'ici 100 ans, va se mettre en place pour la conquête de l'espace. Et c'est là où Wow. l'humanité va évoluer, va changer. Parce que ce qui n'était pas accessible il y a encore 20 ans, 30 ans et aujourd'hui, si ça l'est demain, ça change les états d'esprit. Mhm. Et puis là, je projette ma pierre très très loin, mais quand il y aura une génération qui va naître à l'extérieur du globe terrestre, parce que ça arrivera forcément un jour, même si c'est juste la Lune ou même dans les satellites, ben, c'est le même processus que les premiers Canadiens ici ou les premiers Américains. Ce sont des gens qui se sont acclimatés, qui sont nés dans un autre espace et qui ont une autre façon de voir les choses. Wow. Voilà. Et Très intéressant. ça va arriver, c'est à peu près certain. Très intéressant, Laurent. Malheureusement, c'est l'heure du dernier segment qui s'appelle le ça ou ça. Ça ou ça. Alors, matin ou soir? Soir, pour travailler.
Tu sors pour Ah travailler. ouais, parce que tu vois, dans mon bureau, j'ai même un lit de camp. Des fois, quand j'écrivais mon livre sur les femmes allemandes, mais les autres aussi, sur les corsaires canadiens, je travaillais jusqu'à 2-3 heures du matin à mon bureau. Et puis, il fallait que je revienne. Puis là, j'ai décidé que j'ai un lit de camp. Donc, quand je peux Wow. écrire, je reste sur place. Le matin, il faut que je me tire du lit de camp à 6h, 6h30 pour aller chercher les filles, les amener à l'école. Mais alors, je le fais moins souvent, mais l'année dernière, oui. J'ai Ah travaillé ouais. jusqu'à 2-3 heures du matin, oui, oui. T'as plus d'inspiration ou t'es sur une C'est plus lancée? facile. Alors, en fait, c'est parce que le matin, il y a la vie sociale, mais c'est Mhm. aussi parce que le soir, c'est un autre monde aussi. C'est-à-dire que euh, même si je suis dans mon bureau, que ce soit le matin ou le soir, ça change rien dans mon environnement. Bah, déjà, la nuit, on est plus aspiré à regarder ce qu'on fait. C'est drôle, mais c'est vrai. Le jour nous amène toujours à regarder dehors. Mhm. Et puis, pour moi, le soir, c'est plus facile parce que j'ai plus de temps. Je sais que la nuit m'appartient. C'est ça. Et beaucoup de gens Personne te écrivent. dérange, personne Voilà, te demande. c'est ça. Donc, Ok. j'ai testé chez moi, puis c'est pas possible parce qu'il y a toujours la vaisselle, il y a toujours un truc à faire. Mhm. Alors que dans mon bureau, je suis dans mes affaires. Ouais, c'est ça, je Ouais. comprends. Thé ou café? Café. Café, tous les matins? Ah oui. 1, 2, Oh, des fois, je tourne à 3, 4, 5. 3, 4, Ah 5? oui, oui, je suis dans l'expresso total. 5? Ouais, puis il faut que je ralentisse parce que. 5, c'est Ouais, ouais. c'est Des quand fois, il y a même, une époque, mais là, c'est plus le cas, où je tournais à 3-4 le matin, puis le soir aussi. La même journée, ouais. Et j'ai arrêté Attends, ça. 3-4 café le Ah, matin? ouais, oui, 3-4 expresso allongé le matin, puis le soir, j'en prenais autant. 3-4 Ah le ouais, soir? ouais, je tournais là. Tu Mais dormais là, pas ou quoi? c'est ça, j'écrivais Ok. jusqu'à 3 heures Tu du dormais mat. l'après-midi ou quoi? Euh, des fois oui, des fois non. En fait, j'ai cumulé une certaine fatigue. Alors là, j'essaie de récupérer ce temps-là parce que malheureusement aussi avec l'âge, on récupère moins bien. Ouais. Puis là, je fais, à part quelques rares exceptions, jusqu'à 1h du matin, mais en moyenne, j'arrête de travailler vers 9-10 heures, là, Ok. après ma journée familiale. Ouais, c'est ça. Bière ou vin? 20. Vin. Vin rouge, vin blanc? Ah, je suis dans le blanc. Ah J'aime bien le ouais? rouge, mais le blanc. Ouais. Un cépage? Non, mais je Un trouve que vin français? non, non, non. Il y a Ok. alors, dans la région, on a d'excellents vins blancs. Puis le blanc passe mieux. Alors, c'est pas une question de goût, ça s'adapte à beaucoup de choses, le blanc. Mhm. Pour moi, le blanc est plus convivial aussi. Mhm. Alors, toutes sortes de blancs. Mer ou montagne? Mer. Mer. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a la mer à Poitiers? Oui, bah on n'est pas loin de La Rochelle. En fait, c'est ce qui me manque le plus un peu au Ah Québec. ouais. Parce que bon, à part la Gaspésie, Faudrait que t'ailles en Gaspésie, ouais, c'est ça, c'est puis ça. l'eau est pas forcément chaude. Pas forcément. Non, la- effectivement. Des fois, disons que voir la mer, c'est ce qui me manque le plus de la France. Mhm. Alors, je suis pas un gars de montagne, j'aime bien la montagne, mais tu vois, par exemple, je fais pas de ski alpin, aux grandes dames de mes filles et de ma conjointe. Ok. Mais moi, le ski alpin, c'est comme barré. Là, pour moi, c'est pas. Autant pour les gens qui le font, j'ai pas de problème, c'est pas. Mais moi, personnellement, c'est pas mon truc. Mais pour la mer, en fait, même sans vouloir me baigner, je suis pas quelqu'un qui. Je suis pas du genre à rester sur une plage à Cuba. Alors j'y suis allé, je Ok. connais Cuba, là, je regardais plus les trucs historiques qu'autre chose. Mais la mer nous donne un champ de vision Ouais. lointain. Ouais. C'est vrai que tu retrouves. Oui. Tu sais, c'est tellement unique, là. Tu Oui. retrouves pas ça ailleurs. Non, puis il y a un son avec les vagues, tout ça, il y a quand même une ambiance. Ouais. Donc, puis moi, qui venais d'une région, alors Rochefort-La Rochelle étant juste à côté, Ouais. c'est aussi des souvenirs personnels. Ouais, Ça c'est fait ça, ça partie. reste attaché. Oui. Donc, mer. Salé ou sucré? Salé. Salé, Ouais. là, je veux savoir, c'est quoi ton snack salé préféré? Bah, la poutine. Ah, c'est. La poutine italienne. À chaque fois que je parle de poutine, ça me donne envie de manger une poutine. Le truc en France que mes amis québécois n'aiment pas m'entendre, pas m'entendre parler, c'est pas ça, mais c'est l'andouillette. Ah ouais, Ah, ok. ça, c'est un truc très très français. Ouais, c'est des organes, hein, Ouais, ça? en fait, c'est des tripes de porc qui sont cuites en forme de boudin. C'est très très bon, mais faut quand même aimer le goût, c'est très Mhm. particulier. Puis à chaque fois que je vais en France, alors que ce soit à Paris ou quand je descends des fois directement à Poitiers, quand je vais dans une brasserie, c'est la première chose que Ah je ouais. mange. Ah oui, quand je peux, là, Moi, j'ai fait un échange étudiant à Lyon quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, puis c'était une des spécialités de Lyon, puis je me souviens en avoir mangé une fois, puis c'était pas nécessairement quelque chose
qui me faisait triper. Là, Non, tu sais, tout pour à un fait. petit jeu de mots avec la trip, mais c'est ça. Ben, c'est un peu comme l'escargot ou les cuisses de grenouille. Ça, c'est des trucs très, très français. Ou alors le fromage qui pue, comme on dit. Ouais, Ça, c'est ça se travaille. Ouais, c'est des machins que... Enfin, je veux pas dire faut être né dedans comme Obélix, mais c'est un peu ça. C'est un peu le mythe d'Obélix. Hein. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ouais. Puis, c'est un indécrottable. Euh, par rapport à l'histoire, enseigner l'histoire ou écrire des histoires? En fait, moi, je suis plus dans l'écriture de l'histoire. Alors, Ok. l'enseigner, je le fais aussi, mais moi, c'est plus l'écriture. Ok. Alors, c'est plus compliqué, c'est plus Ben ouais. difficile, mais en même temps, c'est plus large. Puis, Hmm. il y a une chose aussi, c'est peut-être très égaux, c'est que quand on écrit un livre, quel qu'il soit, mais bon, en histoire pour moi, bien, on laisse une trace. Hmm. C'est-à-dire C'est que vrai. moi, quand je serai... Les paroles volent, voilà, les et écrits les restent. Puis moi, quand je serai parti, on va dire d'ici 50 à 100 ans max, Si tu vis un autre 100 ans, sincèrement, ça m'étonnerait, puis félicitations. je me le souhaite pas, mais disons qu'on va dire 50 ans, là j'aurais passé ma boucle. En fait, ce que j'ai écrit va rester, puis d'autres personnes vont les lire ou peut-être les utiliser pour continuer des recherches. C'est vrai. Donc l'écrit, non, c'est quelque chose d'important pour moi. En terminant, Laurent, dernière question. Hockey ou soccer? Ah, soccer. Ah ouais. Football. Le foot. Ah ouais, non, moi, d'ailleurs, le hockey, je regarde jamais les matchs, et puis j'ai jamais compris comment ça fonctionnait, puis des mecs qui se tapochent à coups de barre. Là. Alors, le seul hockey... T'as jamais compris comment ça fonctionne? Ah non, pourtant on me l'a expliqué. Il y a une chose, par contre, et ça je le dis et je le pense, et c'est pareil pour le soccer aussi. Depuis ces quelques dernières années, on va dire 5 ans, autant pour le soccer que pour le hockey, le sport féminin est d'une très grande qualité. Mm-hmm. Et au hockey, les rares matchs que je pourrais regarder, parce que je suis rugby en fait. Ah ouais, ok. Et alors là, par contre, c'est un truc d'homme, et il y a des femmes qui le font, puis ils le font très bien. Mais le soccer, on voit pas des femmes se tordre de douleur par terre en se tenant la patte et se relever après. Et puis au hockey, je pense qu'elle joue plus le jeu technique que physique. Et ça amène un plus. Et si je regarde Hockey Canada féminin, je trouve qu'elle joue très bien. C'est Moi peut-être aussi. les rares matchs de hockey que je vais regarder. Parce que le Canadien de Montréal, ou Boston, ou les autres, pour moi, c'est pas ma tasse de café. Ok. Non. Mais le foot... l'équipe, est-ce que tu regardes la Ligue française? Est-ce que tu regardes la Ligue des champions? Est-ce que tu regardes juste en fait, les mondiales, quand j'ai le l'Euro? choix sur TV5, qui est une chaîne francophone, je regarde le rugby. Ah ouais, là tu vois, c'est ça. Moi, j'ai aucune idée comment jouer au rugby. Là. Je connais pas les règles. Le rugby, c'est un sport de malfrats avec un costume de gentleman, comme disaient les Anglais. Okay. C'est-à-dire que il y a jamais dans les tribunes des gens qui vont se taper dessus. Jamais. J'ai jamais vu de... Okay. Tu verras, enfin en tout cas à ma connaissance, il y a peut-être des cas d'exception toujours, mais dans le rugby, les spectateurs ne se tapent pas dessus. Par contre, quand ils sont en bas sur le terrain, ils se font pas de quartier. Mais c'est un sport noble, c'est un sport tactique. Alors le football, c'est pareil, j'ai arrêté de regarder, puis même, tu vois, je ne suis pas un supporter de l'équipe de France. Alors, quoi? Je l'ai été, oui, mais moi, je suis une autre génération. À part le dernier match où ils ont vraiment fait avec l'Argentine un beau spectacle. Tout un match. Mais aller regarder jouer, je parle de soccer, football masculin, je préfère le football féminin, qui sont véritablement de meilleure qualité. Plus tactique, là. Oui, tactique, plus de comment je pourrais dire, de finesse. Oui. Ouais. C'est pas, il n'y a pas de, enfin, comme dans tout sport, il y a toujours des trucs brutaux, mais ce que je veux dire, c'est que les filles vont d'abord jouer la balle avant de jouer l'autre joueur. Alors que dans le sport masculin, ils ont pris cette tendance à jouer le joueur avant de jouer avec la balle. Écoute, Laurent, ça fait le tour de mes questions pour aujourd'hui. Bon, merci beaucoup de cette invitation, puis pour moi aussi, parce que ça me permet de me remettre dans mes propres souvenirs. Oui, non, c'est ça, tu vas partir la tête pleine de souvenirs. Oui, tout à fait. Et puis, c'était une belle première rencontre, on s'était jamais rencontrés, donc merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, puis je te souhaite une belle journée, puis à la prochaine peut-être. C'est moi qui te remercie, puis oui, puis ça m'a permis de
parler d'histoire, mais sans parler de l'histoire. Ça, c'est Exact. très bien. Ouais, c'est ça. C'est plus ton histoire. Oui, mon histoire, puis l'histoire générale. Et puis, bah, moi, je te remercie beaucoup pour cette invitation, parce que ça a une bouffée d'air aussi, en tout cas pour aujourd'hui. Puis, Ouais, dans mon écriture, ça me sort de mon cadre d'écriture. ouais. Merci Laurent, bonne journée. Merci à toi aussi, bonne journée.